Dans cet épisode, on reçoit Edriss Jean-Alphonse, cornerback français formé au Flash de la Courneuve, puis ensuite passé par le cégep de Thetford et l'université de Laval, le Rouge et Or, qui a ensuite continué sa carrière professionnelle avec les Ottawa Red Black. En 2023, il a signé avec les Paris Mousquetaires en ELF. Cet épisode a été enregistré la veille du match entre les Paris Mousquetaires et le Rhein Fire en ELF. Ce match-up était particulièrement important pour Edriss et vous allez comprendre pourquoi dans l'épisode. Bonne écoute à tous. Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré, présenté par vos deux animateurs préférés, Monsieur Nicolas Ojipiamas, from Montreal, Canada, Brusky. Je dis ça parce qu'on a mis des lunettes aujourd'hui. Il faut être un peu plus comme ça. Vous remarquez peut-être l'audience, on est un peu plus stylé que d'habitude. C'est parce qu'on n'est pas avec n'importe qui aujourd'hui. Alors, je te laisse le présenter. Absolument. Je me suis introduit, je m'introduis vite fait. Moi, Monsieur Le Sartel, voilà, swagué vite fait, mais on a fait au mieux. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a un invité très cool. Il a été formé au Flash de la Courneuve. Il est passé par Thetford, puis par l'université de Laval au Canada. Il a joué en CFL aux Ottawa Red Blacks et il a récemment intégré l'effectif des Paris Mousquetaires. Pensez à une personne stylée dans votre entourage, la plus stylée de votre entourage. Il est encore plus stylé que ça. On accueille Edriss Jean-Alphonse dans ce podcast. Bienvenue Edriss. Ouais. Edriss récemment recruté aux Mousquetaires de Paris, un joueur de foot depuis quelques années. Tu nous en parleras un peu plus depuis quand tu as commencé, etc. On est content de t'avoir. La dernière fois qu'on s'est vu, toi et moi, c'était au match des Molos et tu m'as engueulé parce que je t'avais pas fait un check assez câlin. Ouais, c'est vrai. J'avais pas senti l'amour à travers le check, mais c'est pas grave. Léo, c'est trop une star maintenant. C'est passé, on s'est checké et tu sais, je suis sorti du match. Moi, j'étais encore... Enfin, j'avais pas joué parce que j'étais blessé, mais j'étais en mode un peu transpirant et tout, tu vois. Je voulais pas faire forcément un câlin et tout. Et il me tire un peu et moi, je suis en mode, j'ai même pas capté qu'il me tirait, tu vois. Et du coup, je vais pas me faire un câlin là, c'est comment? Et du coup, il m'en a voulu, mais c'est bon, on a réglé nos différends et il est là aujourd'hui. On a réglé nos différends. On est très, très, très content de t'accueillir. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Bah, merci à vous. Merci d'avoir trouvé ce spot. Aussi, très bon spot. Dites-nous ce que vous pensez de ce spot, mais... Spot à Paname. Franchement, de l'extérieur, il est cool. plugué à Montréal, à Paname, à Québec, à Ottawa. Partout. On est un joueur global. C'est vrai que c'est un vrai joueur global. Edriss, tu joues corner, là, pour les Paris Mousquetaires. T'as joué DB toute ta vie? Ouais. Non. Alors, en fait, quand j'ai commencé le foot, j'étais vraiment pas bon. Ok. Et tu vois, j'étais le genre de couteau suisse un peu. Ça veut dire, j'ai joué O-line. Wow. Ouais, gros. Ça, c'est fou quand même. Parce que j'étais, entre guillemets, un peu plus grand que la normale. Et si t'as vu ma morphologie, j'ai un très petit torse, des longs bras, des longues jambes, donc je peux bloquer. Ok. Et du coup, j'ai joué au line, j'ai fait tight end. Au début, tu sais, tout le monde veut jouer running back. Mais il y avait un gars à moi, Marvin, qui est arrivé, puis qui avait vraiment tué ça. Puis avant ça, t'avais Meryl. Meryl, il est arrivé, puis il a dit, bon, il a mis les points sur les i, comme on dit. Et donc après ça, j'ai fait receveur, non, parce que j'avais trop pas de main. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Peut-être, on sait pas. Et à la fin, DB backer. Puis après, on s'est plus concentré sur... j'ai fait free safety, strong safety, puis après corner. Puis tout ça, Edriss, ça se passe au Flash de la Courneuve, là. Flash de la Courneuve. En France, t'as jamais joué pour un autre club que le Flash? Non. Ok, puis comment ça commence, cette carrière au Flash? Comment tu te fais introduire au foot américain? Alors, en fait, c'est un truc, c'est fou. Bon, la phrase est un peu folle à dire, mais c'est comme si j'ai toujours été dedans. Okay. Du sens où mon père... En Europe, c'est fou, oui. Ouais, en Europe, c'est fou. En Europe, c'est fou. Donc, en fait, mon père, il a joué au Flash avant. Et lui, il m'a amené au match. Wow. Il m'a amené au match, tout ça. Et du coup, moi, en fait, j'ai commencé le foot, en vrai, pour me rapprocher de lui, tu vois. Parce que, tu sais, c'est le papa. Donc, tu sais, c'est un peu le modèle. Donc, je vais m'approcher de lui. Mais comme je te dis, moi, j'étais vraiment pas bon, tu vois. Pas bon parce que, en fait, je savais pas contrôler mon corps. Tu sais, quand tu grandis, des fois, ton corps, il grandit vite. Et du coup, tu sais pas trop le contrôler. Donc, problème de motricité, j'étais pas forcément hyper athlétique. Mais, tu sais, j'ai vraiment aimé ça, tu vois. Et parce que c'est là qu'aujourd'hui, tous mes bros, c'est des gars que j'ai connus au Flash. Et donc, voilà. Et en fait, donc on a commencé à 14 ans. Parce qu'il faut savoir qu'en France, avant ça, tu dois faire du flag, donc touch football. Tu peux pas en faire si t'es équipé, tu vois. Donc, j'ai commencé 14 ans, minime, junior. Et donc après, on est parti. Et du coup, c'est ça, hein. Ouais, gros, 13-14 ans à la Courneuve, on commence... Puis ce qui est fou, premier entraînement au Flash, c'était avec Anthony Mangou. Ok. On va parler plus tard dans cet épisode. C'est avec Anthony Mangou, Anthony Mangou, Minidou, Samba,
Arnold, mais là, je te parle de gars t'as certains qui ne jouent plus, mais si je te parle des personnes qui m'ont impacté dès ce premier entraînement, t'avais Anthony, et c'était un jogging, je me souviens, c'était un genre de 10-10. On partait justement du Stadio André pour aller jusqu'au parc de la Courneuve. Ok. Puis t'avais certains coachs, Babas et Bouba. Puis c'est en fait ces coachs-là qui étaient aussi des amis à mon père, du coup. Ok. Donc, ouais, un truc, entre guillemets, assez familial, tu vois. Le Flash de la Courneuve, c'est une grosse famille, donc c'est ça, quoi. Pardonne-moi, c'est quoi un 10-10? Moi, j'ai 10-10. Ouais. C'est 10 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Ok. Mais ça se transforme plus en 18, voire 17, tu vois. Ouais. C'est ça l'affaire. Le temps que t'arrêtes l'effort, t'as déjà repris. Tu étais pas très bon, tu as dit au début. Non. Est-ce que tu passais beaucoup de temps au stade? Donc en fait, au début du début, si je te parle de mes 14 à 15 ans, oui et non. Parce que encore une fois, le football américain, tu sais, c'est un sport américain. Donc t'as pas forcément accès. Puis moi, j'y trouvais pas encore forcément cette passion. Ok. J'aimais bien, pourquoi? Parce que justement, tu sais, je vois des gars qui sont pas forcément dans mon milieu à moi. Donc tu sais, je rencontre des gens qui habitent à Aubervilliers, à la Courneuve, qui habitent un peu partout. Et deuxièmement, comme je te dis, je suis pas bon, tu vois. Donc tu sais, je suis plus là parce que ok, c'est cool, j'ai des amis. Par contre, de 15, 16, 17 ans, je te dirais déclic parce que vas-y, fatigué un peu que tu sois le dernier choisi même dans un touch football, tu vois. Ça c'est un peu, pardon de l'expression anglaise, mais lame, genre. Ouais. Et du coup, c'est pas honteux, mais c'est... Ouais. Tu sais, t'es un peu... C'est vraiment plate pour un ouais, c'est ça, t'es un peu le bouffon du groupe, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et quand t'es petit, souvent, on s'en fout que tu sois blanc, noir, gros ou maigre. C'est comment t'es bon au sport. 100%. T'as beau t'habiller comme tu veux, gros, mais c'est comment t'es bon au sport. C'est celui qui court le plus vite, celui qui sort le plus haut. Puis moi, en fait, j'avais pas tout ça, tu vois. Et en gros, gros déclic, j'ai eu la chance que j'habitais vraiment à côté du stade. Et gros, j'allais m'entraîner solo. Peut-être tu refais les entraînements que tu fais à l'entraînement, tu vois, les escaliers, de l'échelle, des fentes, du cardio. Et en fait, ouais, à partir de là, bah après, je suis parti. Après, c'est parti, puis sans là, c'est suivi un tas de bonnes choses et de mauvaises choses aussi, mais on ressort toujours plus grand, tu vois. On est des Saiyans. Donc, tu commences à devenir meilleur, comme tu as dit, un déclic vers 16-17 ans. Est-ce que c'est là, ou plutôt 15-16 ans, pardonne-moi. Est-ce que tout de suite, à ce déclic-là, tu commences à regarder outre-Atlantique ou est-ce que c'est plutôt un coach qui t'en parle? Comment ça fonctionne, là, en fait, il y avait, encore une fois, j'ai pas beaucoup côtoyé. Il y avait Prime, qui était l'un des premiers, justement, à être allé au Canada. Après, t'avais des joueurs à nous qui étaient allés au Canada, tu vois, et qui reviennent. Donc, t'entends beaucoup Canada, tu vois. Prime, qui est aujourd'hui un YouTuber. Exactement. Mais qui était un ancien joueur du Flash de la Courneuve. Exactement. Qui est passé très, par très bon l'Université Sherbrooke. Exactement. Et du coup, tu sais, t'entends beaucoup auquel les gens partent, tu vois. Et à un moment, t'avais eu un genre d'accord, de partenariat entre le Flash de la Courneuve, puis certaines high schools, il me semble, aux États-Unis, dont Minido a pu y participer. Et il a même un reportage encore aujourd'hui que des fois, ça m'arrive de regarder sur Bein Sport, qui était hyper motivant, tu vois. Et du coup, tu vois tes gars qui partent, expérience américaine. Puis moi, j'étais quelqu'un qui a été très, très vite attiré par, justement, la culture américaine. Et du coup, ouais, là, je me dis, ah ouais, ok, c'est réel, genre, tu peux vraiment partir et faire quelque chose, tu vois. Après, moi, étant premier de ma famille, je suis un gros mama boy, donc, j'étais très encore dans le cocon où je restais, je savais pas comment faire. Tu vois, puis il y a aussi certains gars au Flash qui me disaient, avant de partir quelque part, tu dois t'assurer que ta place ici, elle est comme bonne, entre guillemets, du sens où, je sais pas comment t'expliquer. Si t'es pas bon au Flash, tu vas pas être bon autre part. Ok. C'est ça que les gars disaient. C'est ça que les gars disaient. Et c'est peut-être le meilleur conseil que j'ai eu, tu vois. C'est peut-être le meilleur conseil que j'ai eu. Et du coup, l'idée de partir après à l'étranger, elle est venue, je te dirais, vraiment à partir de la seconde première au lycée, où là, je dis, ok, là, tu sais, il y avait beaucoup de choses qui cliquaient plus entre moi et mon pays, que j'aime beaucoup, mais il y avait des choses qui cliquaient pas, tu vois. Mon mindset, la manière comment je voyais les choses. Et du coup, ouais, je te dirais, c'est plus autour de 16-17 ans que j'ai vraiment commencé à vouloir partir, tu vois. T'as des exemples précis des trucs qui cliquaient pas? Parle mal de la France, c'est ce qu'on veut. Ok, en fait, exemple, vestiment parlant, par exemple. Ok. Moi, je suis quelqu'un qui m'exprime beaucoup à travers le vêtement et je vais vraiment mettre ce que j'aime. Pas parce que c'est beau, mais parce que ce que j'aime, tu vois. Et ça veut dire, durant
pas toute ma période scolaire, mais on m'a toujours trouvé un peu le gars bizarre, qui met des trucs de fou, non, tu vois. Genre, t'arrives je crois que j'étais en quoi? Première. J'avais coupé mes cheveux, j'avais fait une coupe à la Fresh Prince of Bel-Air, tu vois. Salopette, tout ça. Genre, je suis dans un autre délire, tu vois ce que je veux dire. Puis là, les gens, ils pètent des câbles. Ils me disent, mais toi, tu te crois où? Tu crois dans les années 90? Mais en fait, je kiffe, tu vois. Genre, c'est ma vie et je kiffe. Et du coup, il y a des trucs comme ça qui matchaient pas, tu vois. Par rapport aussi au mindset c'était très jeune. J'avais pas encore, comment t'expliquer? J'avais encore ce genre de cloche sur ma tête de, est-ce que je peux devenir cette personne, tu vois? Et l'American Dream m'avait un peu, entre guillemets, fait rêver, tu vois, sur plein de choses. Tu vois des petits qui, 15-16 ans, ils font des clips, ils font des trucs, tu vois, et ces trucs que moi, je me dis, mais comment je vais faire en France, tu vois? On dirait c'est bouché. Et du coup, il y a plein de trucs comme ça qui fait que ça collait pas. Et moi, je dis, bah, en fait, je veux vraiment un lieu où, déjà, premièrement, je vais pouvoir m'exprimer pleinement sans qu'on me casse la tête tous les jours, tu vois. Et un lieu où, en fait, j'aurais plusieurs possibilités, tu vois, où c'est réel et où tu peux le faire, tu vois. Et du coup, ouais, ça m'a vraiment travaillé. Puis du coup, à 19 ans, je suis parti. Sinon, je suis parti, puis j'aurais pu partir plus tôt, mais maman, elle avait dit non. Et donc voilà, quoi. Mais ouais, 19 ans, je suis parti. Ouais. Idriss, t'as parlé de ta maman rapidement. Ouais. T'es de quelle origine? Martinique. Donc, je suis né en France, mais mes deux parents sont nés en Martinique. Les gens vont dire, ouais, mais la Martinique, c'est la France. Bref, mes deux parents sont nés en Martinique. En tant qu'Haïtien, quoique, je sais que parfois, certains Antillais sentent qu'il y a une séparation par le fait que vous êtes associé à la France. Moi-même, j'aimerais dire que non, c'est pas la France. Tu comprends? C'est les Antilles, c'est les Caraïbes. Je comprends que c'est un dom-tom. À la fin de la journée, c'est ça, c'est dom-tom? C'est drom-tom, pardon. Département, région du Ouais, exactement. Mais arrête, c'est culturellement différent. Exactement. Tout ça, Bon, parfait. Ok, je voulais juste savoir ça parce que la maman qui t'empêche, c'est quand même très antillais. Ouais. Ça me fait rire. Comment est-ce que ça se passe ensuite? Donc, tu dis que vers 19 ans, tu décides de partir, mais comment là, tu nous as aussi parlé du background, de la prise de décision, le mindset dans lequel tu étais. Mais comment ça se fait concrètement? Concrètement, donc en fait, on arrive, donc c'était quand? Je te dirais, donc là, on perd, faut juste que je replace un peu les événements. Donc en fait, on arrive on était un petit groupe déjà au Flash à vouloir partir depuis un moment. Donc il y avait Boulox, il y avait Kara, il y avait Mams, il y avait Wesley, Jaurès aussi. Donc il y avait comme un petit groupe déjà qui voulait partir et qui se disait la mentalité c'est ok, on va pas faire comme les autres. Du sens où il y a eu beaucoup, malheureusement, mais tu sais, c'est des expériences de la vie, tu vois, beaucoup de personnes qui sont parties qui finalement n'ont pas forcément abouti à un projet concret, entre guillemets, mais tu sais, qui sont bien aujourd'hui, sans regret, tu vois. Et nous, on s'est dit, vas-y, nous, on va le faire, on va réussir. Donc, t'es hyper motivé, tout ça. Et du coup, en fait, après le match Blue Star qu'on perd, il y a comme, on se parle vraiment, tu vois. Ok, c'est quoi, c'est une finale junior, genre? Ouais, finale junior. On perd de quelques points, vraiment. Puis on a fait un fou match. Je pense que, franchement, cette année-là, je sais plus c'est quoi l'expression, même s'il y en a qui vont se fâcher. Je pense que le Flash, cette année-là, la défense était juste incroyable, genre. C'était juste incroyable. Genre, il y avait Amir, Wesley, Alkali, Stanley, Kara. On était pack, tu vois ce que je veux dire. Puis on était vraiment, tu sais, dans un mood, dans une énergie qui, vas-y, on était inarrêtable, tu vois ce que je veux dire. Et bref, on a perdu ce match-là. Après ça, dans mes souvenirs, on s'était parlé. Et moi, de base, tu sais, j'avais déjà les États-Unis en tête, tu vois. Donc, ça veut dire que Freedom, qui est le grand frère à Freeman, m'a, entre guillemets, pris sous son aile et qui m'a dit, OK, tu sais quoi, moi, bah, j'ai déjà pu envoyer certaines personnes en cégep. Je t'invite à aller sur le site de la RSEQ. Regarde un peu, tu vois. Regarde un peu, qu'est-ce qui pourrait être cool. Mais tu sais, même avant ça, moi, j'ai déjà fait mes recherches, tu vois, du sens où il fallait que je passe mon TOEFL, mon SAT. Je vais à des expositions au Parc de la Villette sur, OK, comment faire le transfert entre la France et les États-Unis. Je regarde les échanges qu'il y a à l'université, tu vois, parce que c'est sûr que tu veux taper directement les grosses écoles, tu vois, du type LSU, tu sais, en tant que DB, tu dis, bah, gros, c'est là-bas que je vais aller, mais gros, faut de l'argent, faut du temps. Mon niveau d'anglais était pas le niveau d'anglais que j'ai aujourd'hui. Donc, je pars déjà, tu sais, avec 4, 5, 6 pas de retard, tu vois. Donc là, il me dit, peut-être dirige-toi vers le Canada, puis ça peut être plus facile. Parfait. Je regarde, puis là, je regarde directement, je crois que t'avais peut-être 2 ou 3 équipes qui me tapaient à l'œil. Donc, t'avais CVM, forcément. T'avais John Abbott parce que c'était côté anglais. Okay. Ouais. Puis t'avais Vanier. Et moi, Vanier, c'était vraiment mon top 1. Pourquoi? Parce que je voyais beaucoup de gars qui partaient, en fait, qui allaient en NCAA de là, tu vois. Ouais. Et du coup, je dis, bon, bah,
je vais faire un truc avec Vanier. Donc là, on va avec Freedom. Il ramène de ses collègues qui, justement, traduit ma lettre en anglais. Donc, tu sais, j'envoie une lettre, pas de réponse. À ce moment-là, excuse-moi, Freedom, il travaille en tant que... Freedom, je pense, honnêtement, c'est juste de l'aide, tu vois. C'était vraiment... ouais, c'était... Je me demandais s'il travaillait comme aide académique dans une école ou quelque chose. À cette époque-là, il avait un travail, tu vois. Puis lui... Mais c'est pas associé à ça. En fait, c'est un grand du quartier qui travaille. Entre guillemets, tu vois. Qui aide. Puis, tu sais, en vrai de vrai... C'est pas dans les fonctions de son travail, là. Non, vraiment pas, tu vois. C'était purement humain. Puis je remercie encore jusqu'à ce jour, tu vois. Wow. Et donc, en gros, tu sais, lui, il me dit, vas-y, on fait une lettre pour Vanier. Finalement, ça fonctionne pas. Et là, donc moi, j'ai toujours pas de cégep, tu vois. Mais là, mes gars, ils commencent à aller au cégep à Tête Forte, tu vois. Certains liens. Puis 2 semaines avant, il se passe quelques trucs dans ma vie. Et je prends le choix d'aller à Tête Forte. Du coup, un choix que je regrette pas du tout. Parce que c'est là où, tu sais, entre guillemets, je suis vraiment construit aussi, tu sais. Et puis, j'ai eu la chance, justement, d'être entouré de beaucoup de Français qui, après, avec qui je joue aujourd'hui, tu vois, notamment Paul, Ibel, des gars avec qui qu'on a vécu, tu sais, de beaux choses là-bas. Donc, voilà. Puis, du coup, on arrive à Tête Forte, non? Donc, ouais. Pardonne-moi, Vanier et Tedford, 2 vibes carrément différents. 2 vibes carrément différents. Voilà. Je sais pas si tu sais, moi j'ai fait 3 saisons à Vanier. Ok, j'étais pas au courant. Ouais. En sortant de secondaire, j'ai fait 3 saisons à Vanier. Ouais. Je pense que l'audience et les gars du foot un peu qui me connaissent plus Momo parce que c'est là que j'ai terminé, c'est là que j'ai rencontré Léo. Mais avant de transférer à un moment-ci, moi j'ai fait mon parcours à Vanier et c'est une école qui, chaque pratique d'hiver, à chaque année, là, il y a à peu près 60 gars qui se présentent. En plus des gars qu'ils ont recrutés, ils coupent des gens aux pratiques d'hiver. Ensuite, ils coupent des gens au printemps. Ils coupent des gens au Candou. Et ensuite, on joue la saison et t'as des gars qui sont en practice squad. Et quand t'es à Vanier, tu penses que c'est normal. Jusqu'à ce que tu parles à d'autres gars de d'autres cégeps, tu réalises que non, il n'y a pas autant de monde à d'autres cégeps. En fait, ils ont cette réalité où ils sont le seul cégep division 1 de Montréal en anglais. Donc, ils ont l'embarras du choix des athlètes. Et donc, ça veut rien dire, selon moi, je voulais juste faire ce caveat là, pour les gens, que Vanier n'a pas été intéressé par ton 100%. Parce que je pense que to this day, ils n'ont jamais eu un Français. Pas par manque de talent, juste ils n'ont pas besoin de chercher dans un autre pays. C'est sûr. Puis c'est normal, hein, tu sais, t'es en Amérique du Nord. Et en vrai, quand tu regardes ça, vous avez un puits, surtout à Montréal, vous avez énormément d'athlètes. Vous avez un puits d'athlètes qui est incroyable. C'est-à-dire que, à la limite, il a dû voir mon mail. Tu sais, je dis ça comme ça, mais ça se trouve, il a rigolé, tu vois. Il a dit, ok, c'est cool, mais ok. C'est-à-dire, on n'a pas forcément besoin de temps. On va pas faire traverser l'Atlantique. Tu comprends comme, alors qu'on a 60 gars qui sont prêts là, Totalement. Voilà. Puis, tu vois, sans rancune, tu vois. Mais ouais, il y a un gap total. C'est ça. Tu sais, moi, nous, on arrive à Tête Forte. Gros, je sors de la Courneuve, mon pote. Ouais. Je sors de la Courneuve. Entre guillemets, vas-y, la Courneuve, on va dire Paris même. Ouais. Tu vois comment c'est Paris, ça bouge. Il y a du monde. C'est fou, mais il y a des bus. Il y a des bus. Il y a la diversité culturelle. Comme à Vanier. T'aurais été bien à Vanier. Je pense que j'aurais été bien. T'aurais été très bien. Montréal, c'est couteau à double tranchant, tu vois. Je veux dire, c'est d'abord, s'il te plaît. Ben, autant, tu sais, t'as tout ce que t'as à Paris. Avec, tu ramènes le côté anglais qui, selon moi, amène une certaine plus-value parce qu'on sait que, tu sais, les Anglais sont très chill, très ouverts d'esprit. Mais en même temps, t'as énormément de tentations. Ça, c'est un fait. C'est très vrai. Énormément de tentations. C'est très vrai. Premièrement, bah, t'es un athlète, t'es un jeune, t'as entre 16 et 20 ans, on va dire. Et gros, tes hormones, ils sont en feu. C'est vrai. Tes hormones, ils sont en feu, tu vois. On va pas se cacher. Donc, t'arrives à Montréal, gros, t'as ton appart tout seul. Mais non, tu peux dérailler très, très vite. Ouais. Et après ça, bah, c'est un fait aussi où, en Amérique du Nord, contrairement à la France, t'as un accès par rapport à tout ce qui est drogue récréative, qui est, genre, c'est plus facile, limite, de trouver ce genre de choses-là, tu vois, là, que... C'est plus banalisé. Exactement, tu vois. Maintenant, c'est légal. Maintenant, c'est légal pour maintenant, c'est légal, tout ça. Donc, du coup, tu sais, encore une fois, si là, t'es pas fort, bah, après, c'est chaud, tu vois. En plus, je pense que, si je peux me permettre, il y a le côté, tu viens d'ailleurs. Exactement. T'es culturellement différent. Donc, t'attires l'attention. Et là, il y a les jeunes filles, t'es athlétique, tu joues dans l'équipe de l'équipe, tu viens d'ailleurs, t'as l'accent français, tu sais, il y a tout le côté, les Français, c'est le romantisme, la mode, nanana. C'est là, Paris, tu peux tomber, omelette de fromage. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voilà. Et du coup, donc voilà. Et en fait, Tête Forte, c'est tout le contraire, tu vois. Exact. Et nous, on arrive à Tête Forte, on se dit, mais, moi, j'arrive, je dis, mais wesh. Gros, il n'y a pas de bus. Il n'y a rien à faire. Tiens, il n'y a pas de bus, tu vois. Le plus gros magasin, c'est un Art, tu vois. Mais après, je vais pas critiquer la ville du sens où, selon moi, c'est le meilleur cocon, si tu veux. Comment t'expliquer? Grind. En tant qu'athlète, grind, tu vois. Ouais. Comme, j'ai pas forcément rentré en détail sur ça. On a vécu des choses qui, moi, m'a renforcé mentalement, m'a renforcé physiquement.
Mais je te dirais, la off-season, je me souviens, t'avais... excusez-moi les gars si j'oublie du monde, mais il y avait Jaurès, Meryl, Yapo, Kara, Ibel et moi. Et gros, nos journées, c'était on mange, on dort, on va à la salle. Tu sais on était resté là pendant les vacances de Noël, tu vois. Là où tout le monde quitte Tedford. C'est-à-dire que gros, dans Tedford, c'est pas avec ta famille. Et t'as 4 lumières qui sont allumées dans la résidence, mais gros, c'est vous. Genre, j'avais jamais pris autant de poids, j'étais jamais devenu aussi fort, tu vois. C'est-à-dire qu'on arrive au genre de showcase, tu sais, quand il y a à Sherbrooke. Mais c'était n'importe quoi. Et les gens, ils nous posaient des questions, tu vois. Mais c'est normal, gros, parce que pendant 2 mois, on a fait que ça, tu vois. Donc, indirectement, ouais, vas-y, t'as pas tout ce que t'as à Paris. Mais gros, t'es tellement focus, il y a que ça à faire. Ouais. Donc, en fait, tout ce que t'as à faire, c'est aller sur le terrain, aller à la salle, et t'es chez toi et tu parles avec tes potes, tu vois. Mais c'est réel, ce que tu dis vraiment. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué en allant à l'université après, où tu côtoies soudainement des gars qui viennent des cégeps montréalais, où il y a, tu sais, c'est une grande ville où il y a distraction, équipe sportive, spectacle, restaurant, trucs à faire. Et tu vois les gars qui viennent de cégeps de région. Comment on dit région en France, juste pour être sûr? De campagne. Campagne. Des gars qui viennent de cégep, l'équivalent au Québec, où il y a rien, en fait, tu sais, comme une campagne en France. Et tu vois que les gars qui viennent de cégep de région, ils sont plus près physiquement. C'est pas, tu sais, il y a des gars qui sont plus naturellement athlétiques, normalement, dans le coin de Montréal, mais ils ont moins travaillé à la salle. Ça se voit en moyenne. Les gars qui viennent des cégep, plus ton cégep vient d'un trou, plus t'as poussé à la salle, plus ton cégep est dans une ville chill, moins t'as poussé à la salle. Je te donne un exemple tout bête. Ouais. Je connais pas beaucoup. Quand j'étais à Montréal, j'étais avec lui. Redval, gros. Ouais. Le gars, il sort des gaillards, mais le poteau, il est bif. Ouais. Il est bif de fou. Hassan, mon pote. Hassan, il sort de Tedford. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et malgré qu'il a pas eu une très bonne carrière à Tedford. Très bonne carrière là-bas, tu vois, mais je veux dire que tout ce que tu vis là-bas à Tedford te prépare pour un tas de choses. Au-delà de physiquement, tu vois, intellectuellement parlant, mentalement parlant, gros. Et en fait, c'est-à-dire que c'est limite, ça te prépare à des choses que, vas-y, que tu vas, quand tu vas arriver à l'université, tu vas te confronter à des murs. Et des fois, c'est comment tu vas y répondre, tu vois. Et c'est pour ça que, encore une fois, j'aurais vraiment aimé aller à Vanier, tu vois, mais c'était à refaire. Et je suis encore à Tedford, gros. Tu regrettes pas? Je regrette pas, tu vois. Donc, c'est ça. Moi, quand je me parle de Tedford, je pense trop à la photo où vous avez tous vos cheveux décolorés, là. Je sais pas si t'as déjà vu cette photo. Ils sont 4. Il y a Kara, toi. Ibel, Yapo et Jaurès. Et on avait tous fait une couleur, genre. Je crois que Kara, il avait rouge. Oh, ma belle. Ah, c'est la maman qui appelle. On répond pas. Ah oui, vas-y, je réponds. Bien sûr. Ouais, allô, maman? Ouais, ça va. Je peux te rappeler dans 2 minutes, je suis dans un podcast live. Ouais, ok, je te rappelle. Ok, ouais, bisous. J'aime bien son 2 minutes. Ouais, c'est ça, 2 minutes, celui-là. Après, il nous l'a dit, il fait sa maman, hein. Ouais, c'est ça. C'était réel. Ouais, on avait tous fait une couleur. Parce qu'en fait, c'est ça qui est fou. C'est qu'à Tedford, tellement t'as pas de monde, tu te dis, mais gros. En fait, tu fais ce que je veux, tu vois. Tu sais, tu vas à l'école en pyjama. Et là, du jour au lendemain, on se dit, hey, vous êtes chaud, on fait tous une couleur. Et gros, c'était moi. Ouais, j'étais pas un coiffeur, mais vas-y. J'avais une petite tondeuse, on fait des trucs, je fais les couleurs, J'avais tué mes cheveux, gros. Mes cheveux, ils étaient blonds, un blond, t'as jamais vu. Jaurès, j'avais fait un vert. Ibel, il avait fait un genre de rose. Yapo, il avait fait un genre de marron. Et c'était trop le feu, en fait. Je sais pas, on était vraiment dans notre délire, tu vois. Et c'était vraiment cool. C'est une bonne période de ma vie, tu vois. Une bonne période de ma vie. Vous devez vous tenir occupé, vous ne pas vous être isolé, il y a une plus grosse cohésion de groupe qui se crée. Exactement. On entend souvent en France dernièrement, même moi, là, qui est un outsider, là, si je peux me permettre, je suis un étranger. Et quand je viens, on entend souvent, ouais, mais Tedford, c'est là où tous les Français sont allés, j'ai pas envie d'y aller, Tedford, c'est surcoté. Ouais. Si je comprends bien, de ton ressenti, c'est pas le cas, là. Toi, tu conseillerais encore aux jeunes d'y aller, là. Alors, je parle dans mon temps, quand moi j'étais là. Il y avait un gros partenariat, entre guillemets. Pourquoi c'était cool? Parce que, je te dirais, en termes de situation où tu prends des gars qui sortent de banlieue, qui ont pas forcément une situation économique favorable, qui veulent s'en sortir, on avait une certaine aide, un certain soutien, tu vois, du cégep. T'avais Michel Parent qui était, entre guillemets, l'aide alimentaire. Ça a eu des problèmes. Puis, même avec des gars de Montréal, tu vois, il y avait beaucoup de gars de Montréal, encore aujourd'hui, je suis en contact. Tu prends Rajiv, par exemple, qui venaient pas forcément. Ouais, mais c'est des gars qui, tu sais, qu'on a vraiment consolidé. Tu sais, je sais pas comment, on vient tous du même milieu, même si c'était pas du même pays. Et en fait, à Tedford, quand tu viens du TI, tu sais, on dit ça souvent, tu viens du TI, t'as passé des choses qui font que, gros, aujourd'hui,
je sais pas, genre, ça te rend homme, tu vois ce que je veux dire. Et pourquoi il y a beaucoup de Français qui y allaient, justement, parce que, pas que c'est forcément la porte la plus facile, mais c'est celle qui nous acceptait le plus facilement. Dieu sait le nombre de problèmes que t'as quand tu fais des papiers pour aller au Canada. Oui. Gros, histoire rapide, là. Moi, quand je suis rentré au Canada, j'avais pas de papier. Ok, tu pourras même demander à Paul quand je suis arrivé que j'avais un costume nœud papillon, gros, tout ça, parce que je dis... Oui. T'es pas le premier qui nous raconte ça. Non, mais je te dis que le gars de Tedford, j'oublie son nom, c'est lui qui vous aidait beaucoup avec Clément Gabriel. Clément Gabriel, il disait aux gars de s'habiller le mieux possible à l'aéroport pour passer les douanes. Ça, c'est incroyable. Gros, moi, en plus, tu sais, je suis parti un peu, entre guillemets, en sourdine parce que ma mère, elle me dit, premièrement, tu sais, tu le dis pas parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Tu sais, tu mets sur tous les réseaux, finalement, gros, tu te retrouves le mardi à l'entraînement au flash. Gros, il s'est passé quoi? Frère, ça a travaillé mentalement, tout ça. Bon. Elle a tout à fait raison. Même, je veux éviter tout ça, tu vois. Très bon conseil. Ouais. J'arrive, je crois peut-être 2 jours avant, je vois mon CAQ n'a pas été accepté. Là, je me dis, poteau, c'est all out, tu vois. J'y vais à fond. Je te dis, je sors un costume. Je mets costume de papillon. J'arrive à la douane. Dans l'avion en chaleur. Gros, j'ai chaud dans l'avion, tout ça. J'arrive et là, le gars, il me dit, ouais, je donne mon papier. Il dit, vous venez faire quoi au Canada? Je dis, moi, monsieur, écoutez, je suis venu étudier. En même temps, je viens jouer au foot. Et voilà, ils ont pas accepté mon papier, mais voilà, moi je vous dis, c'est pour ça que je suis venu faire et il me dit, été ok. honnête, bravo, contrairement à Léo Sartel qui s'est fait renvoyer chez eux. Je raconte ça vite fait après. Et il me dit, ok, pour l'instant, y a pas de problème, mais assieds-toi, puis au pire des cas, tu sais, commence à regarder ton vol sur l'écran. Wow. Ah, je me dis, gros, non. ouais, putain. Pardon, j'ai gros mot, mais je me dis, mais quand même. Non, gros, ça va pas m'arriver, tu vois. Et le pire, c'est que t'avais un gars qui était assis à côté de moi, qui lui, on l'avait déjà donné son vol retour, tu vois. Mais je savais pas que c'était lui. Là, le gars, il attend, il revient, il dit, bon, écoutez, je vois que vous êtes honnête, et on va vous donner un permis visiteur 90 jours, puis vous avez 90 jours pour faire vos papiers. Waouh. Sur là, gros, je rentre avec mon nœud papillon, puis je dis, quand même, frère, je pense que c'est le meilleur move que j'ai pu faire, tu vois. Ouais. Donc, tu sais, t'as beaucoup de problèmes de papier, t'avais beaucoup de trucs, et en fait, Tedford, moi, ça m'a aidé de fou, tu vois. Et Clément Gabriel a pu le déposer mes papiers directement au QG de là-bas. Donc, ok, t'as pas eu à te déplacer. Non, j'ai pas eu à me déplacer, tu vois. Parce qu'il faut savoir qu'à l'aéroport de Montréal, Tedford Mines, tu suis, c'est loin. C'était une histoire, tu vois. Et après, après, tu sais, bon, il y a toute l'histoire de Tour du Poteau à l'époque, que tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait. Ouais. Et gros, dinguerie. Genre là, j'ai failli me faire shot, hein. J'ai failli me faire tirer dessus. Mais non, mais raconte-nous ça. Ok. Donc là, on dit, donc déjà, c'est un gars de l'équipe qui nous amène, mais il a oublié son passeport. il a oublié son passeport. Ok. Il a oublié son passeport. Donc là, on arrive dans la douane et il dit, gros, vous devez aller. Ok. Je suis pas raciste, rien du tout, ok, mais c'est les States, gros. C'est les States. Je suis avec Ibel et Jaurès. Moi, je suis habillé, tu sais, tu connais, là, toujours un petit style, un petit flow. Ouais. Mais le gars, il arrive, Oudi avec capuche, tu suis. Et là, nous, on traverse la frontière à pied. Là, gros, je vois un bail, le gars, il sort sa lumière. Mais en même temps, il sort sa lumière, il met sa main sur le... Là, dans ma tête, je me vois déjà les têtes de journaux, 3 Français, non. Assassinés à la frontière américaine. Ouais, gros. Il dit, vous faites quoi, non. Il dit, ouais, mais il a oublié son passeport. Il dit, ouais, mais vous pouvez pas faire ça. Enlevez votre capuche, non. Et finalement, tu sais, ça s'est hyper bien passé, tu vois, Dieu merci. Okay. Mais les Américains, tu sais comment ils sont, gros, rien. Puis, tu sais, c'est mon pays, là. Donc, c'est ça. Mais Dieu merci, à la fin, on a eu le papier. Mais pour rebondir, juste pour revenir, entre guillemets, sur ce sujet où il y a beaucoup de Français qui vont à Tedford, c'est juste que tu avais une certaine facilité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu me dirais, est-ce que je conseillerais aux petits d'aller à Tedford? Je ne sais pas. Ok. Du sens où, pas que je démotivais personne, mais je connais plus les coachs qui sont là-bas. Voilà. Ouais. Moi, quand j'étais là-bas, c'était Diego. Diego Rattel, qui était une excellente personne, qui m'a aidé jusqu'à ce jour, qui m'envoie des fois certains messages. Et que, voilà. Est-ce qu'à ce jour, je dirais un petit d'aller à Tedford? Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Est-ce qu'il y a un petit auditeur qui me dit de partir, qui voudrait partir? Je vais toujours t'encourager, mais il faut que tu sois conscient, tu vois. C'est bien beau de partir, ouais, je vais au Canada, mais il faut que tu sois conscient de ce qui peut te frapper là-bas, tu vois. 100%. La vie adulte, quand tu dois penser à acheter ton papier toilette, ton savon, quand tu vas pas forcément jouer. Ouais. La charge de travail, que ce soit à l'école et au foot, tu sais, c'est des choses que des fois tu réalises pas. Et du coup, ce serait le seul point, tu vois. Mais sinon, voilà. Mais vas-y, je serais intéressé par ta petite histoire. J'ai un fun fact. Yes. J'ai un très 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 fun fact. C'est parce que moi, quand je suis parti au Canada, je suis parti en 2017 et j'étais très proche de Lucas Veluire, avec qui il a joué à Tedford. Et c'est lui qui m'a dit l'histoire d'Edriss, justement pour ses papiers, et qu'il était venu en costume, etc. Donc moi, je me suis rasé. Après, j'ai une petite barbe de 3 jours. Donc à l'époque, c'était rien de grave. Je me rase, je mets une chemise, je mets un petit pantalon habillé. Pareil, j'arrive à la douane, tout ça. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est Edriss, il est arrivé tout beau. Il est allé à la douane.
Il n'avait pas ses papiers. Finalement, il a pu rentrer. Ils lui ont donné un permis provisoire. Et après, il a dû faire le tour de poteau. Mais c'est pas le seul. Il y a d'autres Français qui ont fait ça. Mais ils ont dit, genre, ça avait appuyé sur le truc costume, bien paraître, etc. Donc, je fais ça. J'arrive, c'est à mon tour dans la queue. Et là, je me rends compte qu'il y a un moment où on n'a pas parlé. C'est je dis quoi au douanier, tu vois. On m'a pas dit, ouais, tu dis au douanier, ouais, t'es honnête. Et moi, quand un débile, j'arrive devant le douanier, j'ai 17 ans, là, et je lui dis, ouais, je viens visiter des potes jusqu'au 21 décembre. Et ouais, je vais peut-être m'entraîner au football américain, etc. ici, mais je vais avoir des potes. Il me dit, ah ouais, c'est marrant ça, parce qu'il retourne l'écran, là, t'as une demande de permis d'études en cours, tu vois. Et là, je m'effondre, genre, je deviens tout blanc. Je dis non, mais en fait, c'est parce qu'on m'a dit de dire ça, mais on m'a expliqué que je pouvais faire le tour, apparemment, avoir un permis provisoire. Il me dit, il n'y a pas de permis provisoire. Prochain vol dans 45 minutes, tu rentres chez toi. Oh, purée. Et 17 ans, je dis, on peut appeler mes parents, etc. Non, ils s'en foutent. Ils me mettent dans une salle. Ils me disent, tu signes ce papier. Si tu signes pas, t'es banni du Canada, genre pendant 5 ans. En plus, ils sont pas gentils. Hein. Non, ils sont vraiment pas gentils. Non, nos douaniers, c'est connu. Ça, c'est le contraste flagrant pour moi, la première fois que je suis arrivé en Europe. Ouais. J'arrive, c'est la COVID. Ok, je m'en vais voir Léo. Puis tu sais, on a le droit de voyager, mais il y a plein de restrictions et tout. Et Léo, il doit me remplir un truc genre préfecture, mairie, nanana. Et genre, j'ai 6 documents que je suis censé montrer à la douanière et ça m'a fait chier. Savoir il va vivre, etc. Faut que je prouve que je suis vacciné à la COVID, tu sais, tout là, A à Z. Et ça m'a pris peut-être 48 heures, tout gérer, m'assurer que j'ai tout. J'ai mis dans un beau folder, j'ai laminé le bail. Tu comprends? Je vais lui montrer, là, la madame. J'arrive devant la douanière française. C'est bon, allez-y. Oh, je voulais me battre. Mais non, vous allez regarder mes documents, là. Monsieur, allez-y. Ça me voulait, la France. Fait que... Non, ouais, c'est compliqué, surtout quand t'es jeune. Puis ils m'ont renvoyé. Finalement, je voulais pas louper la saison, etc. J'y suis retourné une deuxième fois sans papier. J'étais honnête, j'avais pris pile poil un vol où il y avait genre 5 heures de battement le prochain vol pour retourner en France. J'ai attendu là-bas, je suis tombé sur une bonne douanière qui m'a laissé passer, etc. Après 2 connards. Une qui m'a dit jamais tu rentreras dans mon pays, sauf si tu peux me montrer que t'as le numéro de Justin Trudeau. C'est vrai que j'étais en mode, non. Ouais, en plus, ils parlaient que anglais, les 2 premiers, et ça, c'était vraiment pas cool parce que j'ai appris plus tard qu'ils étaient pas du tout légal de parler que anglais. Normalement, tu devais parler français. Je pense qu'ils ont le droit d'engager les deux, mais qu'il faut que si tu demandes français, t'as le droit français. Si tu demandes anglais, t'as le droit anglais, c'est parce que c'est nos 2 langues officielles. Ouais. Mais non, voilà, après, finalement, j'ai pu rentrer, mais très galère, donc je te comprends sur ça. Ouais, c'est assez galère. Après Tedford, tu fais le choix de partir dans la plus grosse université du Canada à ce moment-là, un des meilleurs programmes de tous les temps au Canada, Laval. Tu pars en même temps que ton collègue Karamoko. Pourquoi ce choix de Laval? En fait, au départ, ça a été avant même que... En fait, je regardais même pas Laval de base. Moi, j'ai toujours regardé Carabin. Ok. C'est fou. C'est un gars de Montréal, en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est un gars de Montréal. Encore une fois, tu vois. Caramel. Eh gros, je viens de faire 2 saisons à Tedford. Là, j'ai besoin de retrouver mon Kinda Paris. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a pas une ville qui ressemble plus à Paris dans le monde que Montréal. C'est très différent. C'est très différent. Mais il y a qui se rejoint plus quand même, à la fin de la journée. C'est multiethnique. Ouais. C'est Il y français. a des activités culturelles tout le temps. Il y a des boîtes. Il y a des événements. Il y a de la meuf. C'est Paris. C'est Paris en anglais, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu te définirais comme parisien? C'est une bonne question, ça. Non. J'habite à Paris, mais je suis pas un Parisien. Je sais pas comment... Puis c'est pas péjoratif, tu vois. Parce qu'un Parisien, il va... Je sais pas comment dire, c'est pas le même monde. C'est pas le même monde, gros. C'est pas... Quand t'es né et que t'as vécu en banlieue, t'as même pas le même soleil. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? C'est même pas la même qualité d'air, tu vois. C'est... Gros, je sais pas, c'est différent, tu vois. Et c'est pour ça que des fois, tu vas avoir des gars... Puis c'est pas une taille ou quelque chose, tu vois. Mais tu vas avoir des gars de banlieue qui arrivent à Paname, gros, des fois, ils savent pas agir. Gros, c'est un monde trop différent. Tu prends le RERB, entre le Luxembourg et Gare du Nord, tu peux voir le changement de personne, gros. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un fait. Tu prends la ligne 13, gros, la ligne 13, il y a un moment où ça change. Et du coup, c'est... Ça s'appelle La Fourche. Tu vois ce que je dis? Les Parisiens, c'est une station où tu sors de Paris et sur la ligne 13. Est-ce que... En fait, j'aime beaucoup la ville de Paris. Est-ce que je suis un Parisien? Non, tu vois. Je viens de la banlieue, je suis fier de ma banlieue. Est-ce que je veux que la banlieue, elle change? Oui.
Est-ce que je me verrais réhabiter en banlieue? Non. Ok. Donc, je serais plus un gars de banlieue qui habite sur Paris. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Est-ce que je considère comme Parisien? Non. Pour les Canadiens qui écoutent, je vais juste faire un mini point parce que là, je pense qu'on peut avoir perdu des gens. Autant que chez nous, qui est à Montréal, au Québec, souvent, c'est dans les villes où est-ce qu'il y a les minorités les minorités ethniques, culturelles, et qui, malheureusement, souvent, c'est ces minorités-là qui ont des situations économiques plus précaires. Et c'est dans les banlieues, pour nous, donc dans les suburbs, là, qu'on dit en Amérique du Nord, qu'on a les gens qui ont souvent quitté la ville, les familles souvent plus québécoises de souche, ok, donc blanches, et un peu plus bien nantis. Alors qu'en France, il y a un phénomène inverse. Les gens plus nantis, souvent français de souche, là, des ancêtres des Gaulois, ok, des Gaulois. Astérix et Obélix, merci, qui ont combattu les Romains et qui ont survécu. Ils sont dans la ville et c'est aux périphéries de la ville, ce qu'on appelle la banlieue, où là, il y a les cités, donc l'équivalent des ghettos pour nous, où tu as des gens issus souvent de l'immigration africaine, antillaise et arabo-musulmane, mais nord de l'Afrique, Middle East, etc. Comment on dit Middle East en français? Moyen-Orient. Moyen-Orient. Voilà. Donc, c'est ça que Idriss dit, c'est en fait que pour lui, il ne veut pas se dire parisien parce qu'il a grandi en périphérie de Paris avec les gens qui lui ressemblaient. Et aujourd'hui, il ne veut plus vivre dans la banlieue malgré qu'il en est fier, mais c'est difficile pour lui de s'associer à Paris même. Exactement. Parfait. Mais tu sais, c'est pas plus vivre à cause du monde. C'est plus vivre à cause de l'environnement, tu vois. Et c'est ça où je te dirais que c'est fou ce que je veux dire, mais tu sais, Tedford, même le Québec, où ça a ouvert mes yeux sur ah ouais, gros, mais là où je vis, c'est pas normal, en fait. Et même la petite mode d'herbe qui pousse, gros, elle est fâchée. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il fait gris, il y a du béton partout. Et en fait, ça monte tellement fermé. T'as tout à côté. Gros, tu vas aller faire des courses, t'as un carrefour à côté. Tu vas aller à une salle, t'as un truc à côté. Et ça fait que tu sors tellement pas de ça que, gros, là, t'es limité aussi, tu vois. Et c'est pour ça que quand t'arrives dans un environnement que t'as pas l'habitude, mais tu pètes un câble, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je me souviens de mon comportement où, oui, à Tedford, c'est vrai qu'il y a énormément de trucs qui, encore aujourd'hui, tu sais que c'est en évolution, mais quand moi je suis arrivé, gros, j'étais un gars hyper aigri. Pas que je voulais pas connaître quelque chose de nouveau, mais j'étais aigri, gros. J'étais agressif un peu plus. Genre, pourquoi il me regarde, lui, t'es fou, gros. À Paname, on t'aurait, comme ils diraient les gars de Montréal, on t'aurait calé une soufflette live, là, tu vois, je veux dire. C'est des trucs comme ça, tu vois, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus, t'es posé, genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, les frères, les gens, ils te regardent parce que ça se trouve, t'es beau. Ça se trouve, ils aiment bien le pisse que t'as, puis ils savent pas comment te le dire, donc ils vont regarder. Ça veut pas dire que t'as un problème ou autre, tu vois. Donc, c'est plus des trucs comme ça. Ok. Mais, ouais. Est-ce que tu dirais que, même avant de partir, quand tu joues au Flash et tout, t'as vu cette opportunité de partir comme un peu une possibilité de t'émanciper de tout ça, d'évoluer vers des nouveaux buts? 100%. Ok, je vois. 100%. C'était déjà un objectif. Ouais, 100%. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime le challenge. Puis justement, pour revenir sur la question pourquoi le choix à Laval, je me suis dit, étant quelqu'un de très spirituel aussi, si tu vas quelque part où t'es trop bien, c'est qu'il y a un problème. Si t'es trop à l'aise quelque part, c'est qu'il y a un problème. Tu vas aller à Montréal, il y aura tout ce que tu veux. T'auras tout ce que tu veux, au final. T'auras possiblement beaucoup de temps de jeu, parce que tu connais ta valeur, puis tu vas travailler. T'as ton métro, t'as tout, tu vas sortir. T'as tout, en fait. Là, tu vas aller dans une autre ville, qui est genre un Tedford plus. Québec, c'est un grand village. C'est comme ça que moi, j'aime ça. C'est ça. Mais ça reste entre un Tedford, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, très grand. Mais très village. Très village, tu vois. Ouais. C'est pas une ville, il y a pas de métro. La communauté, le mélange ethnique, c'est pas le même, encore une fois. Du tout. Et tu vas arriver dans une équipe où, limite, gros, tu viens pas, ils vont quand même gagner, tu vois. Ouais. Et d'où, puis mon parcours, entre guillemets, à Laval le raconte aussi, tu vois, où, je suis allé là-bas, bon, encore une fois, je retourne avec des problèmes de papier. Donc, première saison, je peux pas trop jouer parce que justement, j'ai des problèmes de papier. Deuxième saison, je suis à un bon camp, donc je joue 2 matchs sur Special Team. Je suis à un très bon camp. On arrive avec le Covid. Bao. Donc, Covid rentre dans ta 3e saison ou Covid rentre dans ma 3e saison. 3e saison. Mais on se souvient que, tu sais, la première, j'en ai pas au final. Ouais. Et la deuxième, t'as joué 2 matchs. Et la deuxième, j'ai joué 2 matchs. Waouh, ok. Et la dernière, je peux jouer, mais on s'entend que ça fait 3 ans que j'ai pas fait de match. Ouais. Je reprends un peu mes repères, mais tu sais, je fais pas des performances, je fais limite des contre-performances. Je suis hyper stressé. Pourtant, je suis un gars qui travaille à la mort. Hein.
physiquement, tout ça, tout ce que tu veux, gros. Tu sais, j'étais prêt, en fait. Mais j'étais hyper stressé. Je me blesse au deuxième match. Et par ego et par peur de, entre guillemets, perdre la place de, entre guillemets, starter, perdre la place de, purée, gros, ça se trouve, c'est ton dernier jeu de match, dernier jeu de football. Ben, je dis non, en fait, ça va, tu vois. Mais gros, ça va pas du tout. J'ai un pinch au ménisque qui fait que, frère, je peux même pas tendre la jambe. Tu sais, je peux pas tendre la jambe. Donc, tellement, je ne peux pas courir. Donc, on fait un match contre Sherbrooke, on perd. Première fois dans l'histoire de Laval, qui perd contre Sherbrooke. Je vois exactement de quel match tu parles. Tu vois, c'est incroyable. Y a un de mes petits qui me cache dessus. Genre, tu vas regarder le podcast, mais que ça soit Hassan ou Omar, c'est mes petits peu, tu vois ce que je veux dire. C'est mon gars, je les aime de ouf, mais tu sais, il me cache dessus. Tu sais, genre, le match se passe pas bien pour moi, tu vois ce que je veux dire, mais mon genou, il est en compote, en fait. Et je fais grave une mauvaise décision, tu vois, de continuer à jouer par peur, puis c'est un fait. Donc, du coup, je me blesse. Automatiquement, bah, je suis sorti le PR, tu vois, mais je suis en rééducation. Ouais. Et le moment où je peux revenir à l'entraînement, je me reblesse. Donc, en fait, ma saison, elle se finit, tu vois. Ouais. Et là, je suis comme, ah ouais, gros. Mais bizarrement, à travers tout ça, jamais je me suis dit, gros, c'est fini. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Jamais je me suis dit, c'est fini. Et toi, t'avais que 4 années d'éligibilité J'ai universitaire? que, 4. T'avais pas 5? Est-ce que j'avais 5? C'est possible que j'avais 5, mais gros, je commence à avoir 25 ans. Tu te dis, mon clock, il tourne. Voilà. Donc là, qui tourne. Et pour revenir après, encore une fois, sur le choix Carabin-Laval, je veux pas être dans une zone de confort. Si t'es dans une zone de confort, tu progresses pas. Et d'où le fait de Tête Fort, d'où le fait de Laval. Je sais que je savais que ça allait être dur. Et encore une fois, malgré le parcours que j'ai eu à travers ça, tu vois, je regrette pas du tout. Bien au contraire. Idriss, j'ai une question spécifique par rapport à Laval. Je t'écoute. Tu sais, moi, je suis dans un programme qui a une réalité très différente de Laval. Tu sais, on va pas se mentir. Moi, Laval, c'est probablement le meilleur programme au pays en moyenne every year. Going in, going out. Genre, bon, peu importe les performances que Laval finit par faire dans la saison, à chaque année, ils sont attendus. Moi, je viens d'une école qui a encore tout à prouver, qui a eu des bonnes années à l'époque, mais qui aujourd'hui est en reconstruction. Ça va bien depuis quelques années, on est content. On a changé de conférence et on compite très bien dans celle-ci, mais c'est loin d'être un des meilleurs programmes au pays. C'est le but. On n'est pas là encore. Yeah. Comment on se sent d'être dans le meilleur programme au pays, ou en tout cas top 3 à chaque année, de savoir qu'on est bon, parce que juste pour se faire recruter par ce programme, ça prend déjà quelque chose, et de pas jouer. Et de voir des gars que on sait qu'ils étaient que dans opportunité égale, t'es probablement meilleur qu'eux, les voir faire des All-Star Teams, les voir avoir des bêtes de saison, les voir commencer à être prospect CFL. Comment on fait pour vivre ça? Parce que moi, je l'ai vécu en collégial D1 et ça a affecté mes choix du futur. J'étais à Vanier où je jouais pas, mais j'avais que des receveurs CFL devant moi. Et je savais que les gars en division 3 collégial, en division 2, mais c'est pas pour dénigrer d'autres équipes, mais des gars qui je m'entraînais, je savais que je valais plus qu'eux, en toute humilité. Et j'étais là sur le banc et ça m'énervait. J'avais quelques petites opportunités, mais ça marchait pas. J'étais blessé. Et je me suis dit, plus jamais. Maintenant, je vais aller à une place où j'ai une opportunité tout le temps. Je m'en fous. Je veux jouer au foot. Comment t'as vécu ça, toi, à l'université? Je sais pas si tu vois ce que j'avais dit au début, ou que j'étais le gars qui était le dernier à être choisi quand t'as touch football. Oui. Et en fait, je me suis dit, mais gros, ces situations, tu la connais, mon pote. T'as déjà vécu ça. Qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là, tu vois? Est-ce que tu t'es dit, t'arrêtes ou tu continues? Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste continué, tu vois. C'est-à-dire que j'allais m'entraîner. Puis c'est fou, hein, parce que t'avais mon day one, tu vois, Cara. Ouais. Gros, Cara, il a joué, starter. Tu vois, ces trucs, ça se passe bien pour lui, tu vois. Puis moi, je suis à côté, c'est chaud. C'est chaud, tu vois. Et en fait, je me suis dit, gros, ben, c'est toi, à la fin de la journée, c'est toi qui voulais ça. Tu sais, t'aurais pu aller à un endroit où c'était plus facile, mais t'as choisi d'aller là-bas, tu vois. Donc, en faisant ce choix-là, puis, tu sais, j'ai toujours, je regrette pas des choses. Tu fais des choix, des fois qui sont bons ou mauvais, et à la fin de la journée, tu fais des choix qui, pour toi, sont bons. J'ai fait le choix d'aller là-bas, j'étais conscient de ce qui allait arriver. Et quand, c'est vrai, tu dis des réalités, tu vois certaines choses. À la fin, il y a un truc qui se disait énormément à Laval, gros. Contrôle ce que tu peux contrôler. La seule chose que je pouvais contrôler, c'est comment j'agissais sur le terrain, comment j'agissais en dehors du terrain et mon entraînement. On le dit souvent sur ce podcast aussi, cette phrase-là. Et c'est réel, gros. Et c'est réel. Et ça, tu le mets dans tout, gros. Toutes les sphères de ta vie. De tes relations personnelles, de tes relations au taf, de ton business, de tout. Contrôle ce que tu peux contrôler, tu vois. Donc, ça veut dire, moi, la décision des coachs, je ne pouvais pas la contrôler. Mais mon état d'esprit, comment je devais travailler, ça, je pouvais le contrôler. Est-ce que ça a été facile? Non. 100% non. 100% non, parce que, gros, 3 ans sur un banc, c'est chaud. Et
je le sais qu'il y a des gars dans l'équipe qui, aujourd'hui, j'apprécie toujours, qui disaient, moi, j'aurais été à la place d'Idriss, je serais parti. Mais justement, t'es pas à la place d'Idriss. Et tu n'es pas Idriss. Tu ne le seras jamais. Donc, je me suis dit, je suis trop, c'est même pas une question d'ego, mais je suis trop, comment dire ça? Je l'ai dit, j'ai pris la décision, donc je vais assumer les conséquences. Et ça veut dire que, gros, quand je jouais pas, c'était dur, mais j'allais juste travailler. Je dis, bah, c'est moi le problème au final. C'est pas le coach, c'est moi le problème. Il me dit de faire une technique, mais je suis pas capable de l'appliquer. Ok, bah, va travailler la technique. Okay. Et c'est pour ça que, gros, j'ai eu, physiquement parlant, ça a fait ça. Mon IQ football a fait ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des trucs que Laval m'a appris, m'a inculqué, que j'utilise dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est des détails, c'est bête et stupide, mais il y a un truc qu'on dit, coupe pas le coin, tu sais, sur le terrain, quand on fait le tour de terrain, tu vois. Ouais. C'est un détail, mais c'est un détail qui est hyper important. C'est comme quand tu fais des 10-10, tu vas pas finir devant la ligne. Quand tu fais une poursuite, bah, ça se trouve, gros, le jeu qui se passe à l'autre bout du terrain, si tu te serais donné à 100% dès le début, tu serais allé, peut-être, t'aurais fait un fumble, tu vois. Et c'est plein de petits détails comme ça qui, justement, à travers ce parcours-là, ça m'a construit. Et quand je suis arrivé, justement, devant ce mur-là, je me suis dit, gros, c'est juste un mur comme un autre. T'as déjà vécu pire. Et à côté de toi, tu disais ça, t'as Kara. Ouais. Lui, ses affaires vont bien. Ouais. Il joue. C'est ton gars, vous êtes ensemble. Les gens vous associent aussi souvent. Je me souviens, en 2018, il y a les World Games. Ouais. Et ça vous ramène tous les deux du Canada. Vous jouez tous les deux corners et tout. Ah ouais. Et à ce moment-là, vous êtes à Thetford ou vous êtes à Laval? Non, on est à Thetford encore. Ok, c'est incroyable ça. Ouais, et vous gagnez. Ouais, on gagne. Ça, c'était cool. Un gros souvenir. En équipe. Mais ouais, on vous associe souvent, vous êtes là, lui, tout va bien, entre guillemets, parce que c'est sûr, tu connais tout le monde à ses bas et ses hauts. Mentalement, il y a un moment où ça va moins bien. Ouais. Et comment tu combats ça, genre? Tu sais, je suis quelqu'un de très, je veux dire, généreux, entre guillemets. Généreux, je suis très genre, admettons, on est dans une situation, il y a à manger sur la table, je préfère que tu manges que moi je mange, tu sais. C'est-à-dire que le fait de le voir jouer, je me disais toujours que c'était possible. Que je joue, et c'est possible. Oui. On va le faire, tu vois. Et dans ces moments bas, lui-même, des fois, il me parlait aussi. Mais en même temps, ça me... Tu sais, je dis, c'est un choix, c'est limite une aventure qu'on a appris à deux. Et moi, je peux pas être le sac à dos hyper lourd que lui doit traîner, tu vois. Si moi, je flanche, si lui, il flanche pas, moi, j'ai pas le droit de flancher. Et je pense que c'est comme ça que j'ai pu comme avancer à travers ça, tu vois. C'était plus quelqu'un qui t'a tiré vers le haut de voir tout ça. Fort. Tu sais, j'ai pas de... Je vais pas dire honte à le dire ou quoi que ce soit, mais Kara, pendant un long moment, ça a été un exemple, tu vois. Ouais. Du sens où, surtout quand on était en minime, tout ça, c'était le gars qui... Gros, le gars a toujours été bon, tu vois ce que je veux dire, naturellement. C'était celui qu'on prenait en premier au touch. Gros, exactement, tu vois, c'est lui qu'on promet en premier. C'est le gars, il va pas aller au gym pendant... Tu peux passer pour celle-là fort. Pendant peut-être 2 semaines. Mais frère, il va arriver, il va te pousser à l'époque 4 fois 100, tu vois. Je me souviens, gros, les premières reps à 100, il y a une vidéo, je crois, Boulox, il l'a encore sur Facebook, gros. Car il tape 13 fois 100, on est à Thetford. I swear. Je te prends ça, gros. J'ai 13 fois 100 à Thetford, gros. On a 19-20 ans. Moi, là, gros, je faisais 4 fois, tu vois. Et c'était donc, ça veut dire que c'était un peu un moteur du sens. Et moi, ça m'a aidé, tu vois ce que je veux dire. Donc, le fait que lui jouait, que je voyais aussi qu'il était heureux, que je voyais aussi que, tu sais, ben moi, ça me motivait aussi, tu vois. Je pouvais pas me tirer une balle dans le pied et abandonner sur le truc, tu vois. Quand tu dis 13 fois 100, juste clarifier, 13 fois 2 plates, là? Ouais, 13 fois 2 plates. Donc, 13 fois 225 livres. Exactement. Ou développé couché en bench press, ou qui est 2 fois 100 kilos pour vous. Exactement. 13 fois 100 kilos. Ouais, exactement. 100 kilos, ouais. Mais c'est sûr que c'est trop bien d'avoir quelqu'un... tu sais, ça pourrait faire peur d'avoir quelqu'un avec qui t'as partagé, qui parfois a des meilleures opportunités. Mais le fait que... C'est très inspirant de t'entendre dire que justement, non, au contraire, toi, ça... T'as pas dit, ouais, ma situation, t'as dit non. Non. C'était pas une excuse, c'était... C'est possible, lui, il le fait, je vais faire mieux. C'est ça, c'est surtout que, tu sais, je suis pas dans, oh, pourquoi lui et pourquoi pas moi. Si moi, je monte, toi, tu montes. Si lui, il monte, moi, je monte. Et c'est comme ça que je vois dans la vie tous les jours, tu vois. C'est comme sur... c'est stupide un peu, mais gros, c'est quoi? C'est peut-être la 3e fois qu'on se parle vraiment, tu vois. Ouais. En vrai de vrai. Et tu m'as proposé un truc, gros, si je peux t'aider, je vais t'aider. Si tu peux m'aider, on va s'aider, tu vois. Et je pense,
C'est ça qui fait qu'on avance, c'est ça qui fait que justement on progresse, surtout dans cette société qui est un peu, expression montréalaise, fucked up, tu sais. Et c'est comme ça, tu vois. Donc ça veut dire que surtout dans le foot, quand t'as un brotherhood, quand t'as vraiment tu sais, t'as ta famille, tu vois même plus comme un pote, tu vois comme ton frère, que ce soit un petit ou grand frère, tu veux pas lui mettre une balle dans le pied, ben au contraire. Bien sûr. Il réussit, ben gros, tu me motives, tu vois. Et je pense que c'est ça ça m'a aidé. Après, bon, j'ai acquis aussi une certaine force mentale par rapport à tout ce qui m'est arrivé, tu vois. Bien sûr. C'est sûr. Mais c'est sûr que... Ouais. J'adore la mentalité. Idriss, rendu là, tu finis ta carrière à l'Université Laval. Ouais. Et là, tu te déclares pour le CFL Draft. Exactement. Est-ce que tu te déclares en tant que global à ce moment-là? Ou parce que je sais qu'il y a des gars que quand ils ont fini 4 ans, comme ton coéquipier Digan Gomez en ce moment au Mousquetaire, qui ont pu se déclarer en tant que Canadien. Ouais. Dans ton cas, comment ça se passe? La différence, c'est que lui, en fait, il a fini son programme. Il a fini, donc il a un diplôme. Moi, je suis en cours de le finir. Et l'affaire, c'est que, tu sais, moi, j'arrive, j'ai pas de tape. Bah, j'ai pas de tape. J'ai un tape, mais c'est un tape d'entraînement. J'ai quelques reps en match, c'est chaud, tu vois. Et petite parenthèse, tu sais, avant même qu'il y ait l'histoire de Global ou autre, puis ça, je pense, c'est un truc, c'est nous, à quel point, pour te dire, on était matrixés, genre, c'est que nous, on est parti de la Courneuve et on s'est dit, gros, on va être pro. Peu importe ce qu'il arrive, en fait. Ouais. On va être pro. On va être pro, c'est sûr. On va trouver un truc, on va être pro. Et moi, j'ai toujours gardé ça en tête. Donc là, j'arrive à ce moment-là et je vais voir mon coach, tu vois. Et je lui dis, comme, il y a un truc global, mais put me in, tu vois. Genre, mets-moi dedans, tu vois. Moi, je demande même pas que tu pousses pour moi. Mets-moi juste dedans. Juste, mets mon nom dans la liste. Des gars de parce que c'est ça. En gros, au régional, c'est que les coachs ont la possibilité d'envoyer certains joueurs, tu vois. Ouais. Et c'est un petit débat, tu suis, parce que il y a des choses qui se disent, tu vois, puis d'un point de vue coach, c'est normal, mais d'un point de vue joueur, je me dis, gros, je demande juste à ce que tu mettes mon nom. Le reste, je m'en occupe. Et moi, il y a un truc, justement, qu'on me disait souvent, oh, Idriss, tu te prépares pour un combat ou quoi? Parce que quand je m'entraînais, c'était toujours en tight, crop top ou des trucs hyper légers, tu vois. Mais je suis toujours dans l'idée de, gros, il y a ça qui va arriver, tu vois. Et là, du coup, je demande à me mettre au régional. Mais en fait, et je me dis, gros, j'ai tellement rien à perdre. Personne me connaît. J'ai rien à perdre. Donc, peu importe ce que je fasse, si c'est positif, c'est positif, c'est négatif, tu vois. Et au début, le combat ne se fait pas super mal. Hein. Je sais. Le combat ne se fait pas super mal. Premièrement, on arrive, on est je sais pas combien. C'était où le combat régional? Et c'était à Montréal, mais je sais plus où, gros. Okay. C'est dans un dôme. Je pense que ça doit être assez un dôme. Mais quand même loin, tu vois. Ouais. Non, je sais, t'as détruit les combines. J'ai hâte que tu... Mais ouais, en fait, le truc, au début, ça se passe vraiment pas bien, gros. Ah ouais? Et ça se passe pas bien. Selon moi, ça se passe pas bien. Ok. Du sens où on n'est pas échauffé. Ok. Tout va très vite. Moi, je suis le dernier, parce que je suis global, et je suis le dernier de tout le monde qui passe. Ouais. Tu vois. On arrive, je crois, c'est Vert. Gros, d'habitude, gros, je sais que je saute, tu vois. Et ils m'ont pesé à quoi? 209, ce qui fait à peu près 92 kilos à peu près. Donc, tu sais, 209, je fais 6,1, ok. Ça va, je saute, là, ça va. Je saute un 32. Je dis, putain, 32, c'est off. Parce que je regarde les autres, tu vois. Je regarde les gars qui sont state, c'est minimum 34 pour un 18. Je vais au bench. J'en fais 14, il m'enlève 2. Je dis, ouais. Ok, Idriss, là, c'est chaud, là. Je vais au broad. Je saute 9-8. Mais gros, je suis en dessous de 10. Moi, je commence à freak out, tu vois. Je commence à me dire, ok, c'est chaud. Là, on arrive au 40. Et là, dans ma tête, je me dis, Idriss, c'est quoi? Si le 40, tu le fuck up, c'est off. Ouais. Là, c'est off, tu vois. Et là, il y a un gars qui s'appelle Chris Higuino, qui joue à Ottawa. Tu connais? Non. Qui joue à Ottawa, gros. Mon rôle, ça. T'es le référent des joueurs canadiens. Ah oui, j'ai joué avec lui au East West. Normalement, j'ai une anecdote. Il a eu un parcours assez spécial aussi, tu vois. C'est pas un gars je crois qu'il a commencé le foot à 19 ans ou un truc comme ça. Ouais. Mais tu sais, comme, gros, 6'3", longiligne. DB aussi? DB type. Tu vois. Puis lui, il dead les tests. Là, il court. Déjà, il y a un gars, excuse-moi, je sais plus son prénom. Un gars qui était à McGill. Un petit Renoir, genre. Pierce Denver Wright Dumais. J'ai joué avec lui. Exactement. Yes. J'ai trouvé le nom avant toi. J'ai dit son nom complet. Ouais, j'ai joué avec lui à Vanier. Ouais. Il est passé par McGill. Et là, dernièrement, il était... Helsinki roster. Ouais, exactement. Ouais, il vient de se faire release, unfortunately. Mais gros, il court. Puis là, on me dit que le gars est rapide. C'est un speedster, normalement. Là, il
court 4,88. Puis là, je vois les gens qui sont autour, je dis, yo, si lui court 4,88, c'est sûr, on court pas, non. Non, on va courir des 5 flats. Là, je lui dis, non, ça peut pas arriver. Chris Higuino passe, il fait un 4,63. Là, je lui dis, Idriss, tout ce que t'as travaillé là, c'est live. C'est là. Je sais, un coach de Montréal qui passe, gros, puis tu sais, je suis hyper arrogant quand ils arrivent à question de compétition, surtout c'est les performances physiques, tu vois. Et là, il dit, you ready? I said, I was born ready, coach. Donc là, je cours, et premier passage, je fais 4,59. Donc là, moi, Chris, on se regarde, double laser. Là, okay. Double laser, tu vois. Je veux que c'est parce que là, il y a des gens à la maison. Ouais, c'est lent. Ils comprennent pas. Toi, tu cours un 4,8 chrono chez toi. OK? Non, on va dire, tu cours un 4,8 chrono chez toi, t'es content, tu dis, je suis jeune et tout. Tu cours un 5 flat. Double laser, tu cours un 5 flat. Si tu cours un 4,6 chrono chez toi avec tes amis sur ton iPhone, tu cours un 4,8,9. Non, normal. C'est ça. Laser. Donc, les gars, ce que vous faites à la maison, temps de réaction avec vos mains, c'est pas le double laser. Le double laser, c'est beaucoup plus lent à chaque fois. Donc, c'est ça. Et du coup, il court ça. Là, on se regarde, on se check. On se motive. Et j'aimais bien ça, tu vois. On se motive, tu vois ce que je veux dire. C'est pas genre. Petite compétition, les deux, là. Petite compétition, tu vois. Je crois, il recourt. Et il fait. Combien il fait? Je crois qu'il fait 4,60 ou un truc du style, tu vois. Et là, moi, je cours et je fais un 4,59. Encore. Donc, tu sais, j'ai encore baissé mon temps. Ouais. Et au 4,59, il y a ça qui sort, parfait. Après ça, one-on-one. Ouais. Je t'aide les one-on-one. Je sais. Ça, j'en ai entendu parler. Donc ça s'est vraiment bien passé. Ouais. Et à la fin, donc ils appellent Chris Higuino qui participe. T'avais son pote qui était un ancien receveur qui passait D-line aussi, qui va pour le national. Ouais. Puis il m'appelle, tu vois. Ouais, t'as eu une invitation nationale. Et là, gros, je suis comme, ok, c'est réel, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que, gros, du jour au lendemain, je passe, entre guillemets, du nobody à CFL Prospect. Le gars qui jouait pas trop à Laval, le français qui est parti, gros, tout je me souviens, je marchais à Laval, puis encore une fois, sans prétention, les gens m'appellent par mon prénom, gros. Ouais. Parce que, yo, Idriss, c'est quand même, et, poto, ça fait 4 ans que je suis là, tu m'as jamais parlé, tu vois. Ouais. Et du coup, c'était et j'étais content parce que, tu sais, je me retrouve à, entre guillemets, le top performer au 40 au Combine régional de Montréal. Au Combine régional, tu vois. Après, il y avait Forbes qui avait, lui, vas-y, frère, Action Man, mon frère qui avait tout dead sur les autres tests, mais. Ouais, c'est vrai, je me rappelle de ça. Il avait détruit tous les autres tests, mais son 40 reps au bench, et vas-y, bref. Mais tout ça pour dire. Encore en CFL. Ouais, il joue au Elks. Ouais, à Edmonton. Mais tout ça pour dire, tu sais, qu'un petit relief, tu vois ce que je veux dire. Ok, c'est réel, gros. Il y a un truc qui se passe pour de vrai, tu vois. C'est marrant parce que je me souviens qu'avant ça, avant le Combine, donc c'est 2021. Ouais. 2021, je vais voir Laval-Montréal, était là, et on se croise, ça fait un moment, on ne s'était pas croisés. Et juste, je te demande c'est comment, et tu me regardes droit dans les yeux, ce que tu fais souvent quand tu parles aux gens. Et tu dis, gros, là, je vais pro. Là, ELF, n'importe, je vais pro. Oh. Tu m'as dit ça, et c'est là. Et gros, je te jure, ça m'avait trop marqué parce que j'étais en mode, ah ouais. Assurance. Genre, lourd. Bah, j'ai hâte de voir. Et là, je vois les tests, tout le monde voit les tests, on est en mode, ok, let's go. Ouais. Donc après, tu sais, on arrive au national. National, j'améliore encore mes tests. Donc ça se passe bien. One-on-one, un peu moins. Pourquoi? Parce que, tu sais, je me dis, il y a des coachs. Et en fait, les coachs, souvent dans les combats, je sais pas comment t'expliquer, mais les gens, ils pensent souvent, faut que tu gagnes ta rep. Ouais. Donc, faut que le receveur n'attrape pas la balle. Mais sinon, il regarde. Mais c'est pas tout ça, en fait. Ouais. Il regarde vraiment tout. Donc, moi, tu sais, je veux pas faire de faute, je veux pas faire de PBU. Je m'assure que si je suis en presse, je suis à 1 yard de la ligne. Même quand il y a des bails tu sais, un peu l'opposition entre special team, un peu, j'essaie de vraiment faire ça propre, tu vois. D'être fluide, des flips. Exactement. Montrer que tu connais le football canadien, que tu as joué. Exactement, tu vois. Donc, j'essaie de vraiment, je joue pas ma position, mais je montre que je peux m'adapter si tu me dis d'aller jouer là, tu vois. Finalement, bah, après, ouais, il y a un petit truc aussi, c'est que là-bas, tu sais, t'as les interviews. Ouais. Encore une fois, je sors un dernier complet. Et là, gros, je rentre dans la salle. Puis là, t'as tous les coachs. Comme ça, tu vois. Petit costume. Okay. Tous les coachs, ils se mettent en face, tu vois. Puis là, ils me posent des questions. Puis là, ben, gros, t'es obligé de répondre, tu vois. Tu réponds correctement, non, mais tu sais, j'ai regardé des vidéos, je sais comment me comporter. Maman m'a donné une bonne éducation, donc tu sais, je dois le montrer aussi, tu vois. Je rentre, je dis bonjour du coach au caméraman. Nice. C'est ce que je veux dire. Nice. Genre, je dis bonjour à tout le monde parce que, en fait, au-delà de. Les coachs, ils veulent pas juste. Puis ça, c'est peut-être un truc que faut qu'ils comprennent, je dirais, les jeunes ou encore les gens qui sont dans ce milieu-là, tu vois. Ils regardent pas juste ta performance sur le terrain. Ils regardent ta performance dans quel genre d'humain t'es, tu vois. Si t'es un gars, gros, tu peux être tatoué sur le visage, tu peux être. Mais si t'es un gars respectueux, t'es un gars qui amène une certaine énergie,
et qu'il y a un gars qui travaille, qui est propre dans ses affaires, ils vont te prendre. Et du coup, je sais que ça faisait tellement partie. Et je dis, je vais pas transformer la personne que je suis déjà comme ça. Encore une fois, avec le parcours que j'ai appris, tu vois. Et du coup, Dieu merci, je sais même plus c'était quand le draft, je crois que c'était le 4 mai. Un truc comme ça. Un truc comme ça, je suis avec Cara, on est dans notre appart, gros, on est sur le canapé, on attend. Puis là, on se fait drafter. Puis ça, c'était juste incroyable, tu vois. Drafté à Ottawa, lui à Winnipeg. Et voilà, quoi. The rest is history. Hein. Idriss, juste avant qu'on continue au reste de ta carrière, j'ai une petite anecdote par rapport au National. Moi, je l'ai regardé, ce National Combine. Ils ont live stream quelques trucs, mais surtout, ils sont disponibles sur YouTube en entier, toutes les oppositions. Et pour me préparer au East West, que j'ai eu la chance de participer, c'est pas tout à fait la même chose, mais j'ai regardé c'est le même style. Je me suis avec des scouts CFL et tout, je me suis dit, vas-y, je regarde ça. Et je t'ai vu compete contre des frères Philpott. C'est pas n'importe qui. 100%. Je t'ai vu compete contre Vincent Forbes-Montbleau. C'est pas n'importe qui. Et oui, certes, il y a des reps que t'as perdus, mais à chaque fois que t'étais sur le terrain, ça flashait. Ça flashait ton athlétisme, ça flashait le fait que t'es fearless, tu vas au ballon. Je me rappelle en particulier, il y a une rep 3 contre Forbes-Montbleau. Je pense qu'il court un corner post. Il finit par l'attraper à la fin. Il bat sur le corner post. Et à la dernière seconde, là, il s'apprête à finir le catch, secure, parce qu'il allait tomber. Il faut survivre le fall. Il faut survivre le contact au sol et tout. Et tu bats dans la balle au dernier instant. Et je me rappelle que les commentateurs avaient dit, wow, Idriss Jean-Alphonse finit les jeux. Et il est battu là sur le double move. Il continue à courir à fond et je pense même qu'il a surpris Vincent Forbes-Montbleau parce qu'il s'attendait pas à ce qu'il revienne. Alors que c'est ton coéquipier qui te connaît bien. Mais... Donc moi j'ai beaucoup respecté cette performance-là au National. At the highest stage, là, c'est difficile à faire. C'est surtout gros, il y avait une pression de fou. Je peux même pas. Tu sais, en plus, les Philpott là, c'était les deux gars qui étaient comme pas n'importe qui. Gros, les gars, ils étaient connus. Jusqu'à les commentateurs parlaient du fait que ils avaient changé de crampon. Je sais pas si tu suis. Ouais, gros, c'était à la NFL Combine. Pour la c'était ça, genre, tu vois. Et leur papa, il y avait des interviews avec la famille. Ils étaient invités de ci. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais gros, c'est qui eux? À la fin de la journée, t'es un humain. Et justement, tu sais, le c'est qui eux, tu vois, ça, c'est un truc, entre guillemets, français, mais entre guillemets, surtout, de la Courneuve. Peu importe t'es qui, gros, t'es un humain. Tu cours comme moi, tu vois. Et c'est-à-dire que j'allais en face de toi, et gros, moi, je veux la tête. Il y a qu'un seul coq dans la basse-cour, tu sais. Moi, je veux la tête. Je veux aller la tête et j'ai trouvé par A plus B que si tu m'as brûlé une fois, ça va arriver une fois, pas deux. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, voilà. Mais ouais, grosse expérience. Puis j'espère que le plus de personnes qui puissent le vivre, tu vois, parce que c'est c'est quand même un truc inoubliable. Se faire drafter, tu sais, c'est un truc, gros. La deuxième meilleure ligue de notre sport au monde. À ne pas prendre à la légère. Non, vraiment pas. Je m'en fous que CFL, c'est pas les salaires NFL. C'est la deuxième meilleure ligue de notre sport sur la planète entière. Il y a personne qui dit tu joues pas en Premier League, tu joues en Ligue espagnole. C'est respecté de fou, c'est la même chose. Bon, c'est comme ça. Moi, j'ai une question un peu décalée du foot, mais par rapport à un autre de tes points d'intérêt. Moi, je te suis depuis un moment, etc. Burning Savage, les trucs Savage et les gars du Flash. Tu peux vite fait expliquer d'où ça vient, ça comme ça? Burning, en fait, c'est mon deuxième prénom. Ok. Premièrement, parce que mon père, il voulait m'appeler Burning, il était beaucoup dans le reggae, tout ça. Il y a un artiste qui s'appelle Burning Spear. Ma mère, elle a fait un 40 à la mairie, elle a dit Bon, qu'est-ce que tu fais? Elle a mis Idriss. Et en fait, Savage, en gros, mais j'ai même un tas, tu vois, c'est pas Savage, mais c'est HTBZ, c'est Hot Boys. Ouais. Et en gros, ça, c'est l'année, justement, l'année où on perd contre Marseille. Blue Star. Ouais. À Marseille. Et en fait, c'était avec Arnaud Mboucha. Arnaud Mboucha, que c'est quelqu'un que je respecte énormément. C'est mon OG, sensei, tout ce que tu veux, qui a été, entre guillemets, une figure un peu paternelle pour moi aussi, tu vois. Et en gros, il avait juste créé un mood, gros. Créé une énergie, créé un genre de mindset de, travail, d'aller à travers l'effort, de surpasser, de, peu importe à qui en face, justement, de travailler. Et du coup, le Savage, c'était comme, c'était je sais pas comment t'expliquer, genre, c'est comme ta petite clique. Ouais. Et du coup, t'es un savage, tu vois. I'm a hot boy, man, I'm savage, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que Et jusqu'à aujourd'hui, je le garde parce que la vie, il y a un truc qui se dit en ce moment-là, tu vois, dehors, c'est chaud. Et la vie, genre, c'est pas facile. La vie, c'est pas facile. Et si tu retournes à notre état primitif, tu vois, de base, c'est tu dois te protéger des prédateurs qui sont autour de toi. Tu dois protéger ton logis, tu dois protéger ta famille et tu dois aller chercher à manger, tu vois. La vie, c'est savage, tu vois. Et c'est pour ça que je le garde souvent. Okay. C'est pour ça que,
Puis j'essaie de le transmettre aussi dans mon football, tu vois. Moi, en tant que DB, je suis un gars hyper agressif. C'est genre, je vais vraiment aller te toucher tout le temps, genre. Même s'il y a rien sur le jeu, je vais aller te toucher tout le temps. Je suis un gars, je trash talk pas, tu vois. Mais si tu veux la jouer sale, on va la jouer sale, tu vois ce que je veux dire. Puis, je joue énormément en presse. C'est pas un secret, tu vois, mais tu vas me sentir, tu vois ce que je veux dire. En off aussi, tu vas me sentir, genre, tu vas me sentir dans tous les cas. Et du coup, voilà, quoi. Toute cette génération du flash, là, dont tu parlais, ça se voit dans leur jeu. Il y a ce truc, quand tu parles, tu disais les noms. C'est extrêmement vrai. Les Amir, les Kara, etc. Tout ça, ouais, on sent. Du coup, je disais, ça fait un petit moment que je te suivais et tout. J'ai l'impression, c'est mon point de vue de l'extérieur, 2021, ta dernière année à Laval, tu disais que tu t'es toujours sapé, etc. T'as toujours kiffé les vêtements, mais là, il y a un switch. Pour moi, dans le contenu que tu fais, entre guillemets, si on peut dire ça, dans comment tu t'habilles, etc., là, il y a un switch. Qu'est-ce qui crée ce switch? Switch, premièrement, donc, tu sais, il y a eu la pandémie. Ouais. Et la pandémie, ce qui est fou, mais moi, merci qu'il y ait eu cette pandémie, tu vois. Ouais. Donc là, on arrive à un moment où, dans ma vie, j'ai 3 tafs, donc 3 travails pour payer mes études. Je dors pas beaucoup. Excuse-moi, Idriss, t'étais pas sur un scholarship à Laval? Ah non, 0. Wow. 0. Parce que, en fait, tu sais, le fait que j'ai pas eu mes papiers la première année, j'ai pas pu valider un certain nombre de cours, donc je peux pas avoir de scholarship. Je sais pas si je suis. Donc, ça veut dire que, puis, je me débrouille. Puis, encore une fois, c'est pas un 10 à mes parents ou autre, tu vois, mais si t'as des personnes qui partent d'un endroit, c'est qu'il y a une certaine raison. Donc, je me débrouille, tu vois. Et je veux pas non plus mettre mes parents dans une certaine situation ou autre, puis voilà. Pas pour me prendre un pitié ou autre, tu vois, mais je me débrouille. Donc, c'est à cette époque-là, j'ai 3 travails, je paye mes trucs tout seul dans un an. Là, la pandémie arrive. Dieu merci, j'ai accumulé assez d'heures pour toucher ce qu'on appelle la PCU, qui a pu sauver beaucoup de personnes. Ouais. Qui était comme une aide Covid, en gros. Oui, c'est ça, une aide Covid. Voilà, une aide financière Covid. Ce qui m'a permis, moi, de payer mes sessions, en fait, à l'école. Et à ce moment-là, en fait, j'ai un gros déclic artistique. C'est limite, je me retrouve, tu vois. Je me retrouve et je suis comme... ouais, gros, t'en as trop là-dedans, tu vois. T'en as trop là-dedans. Et à travers, en fait, le fait que des fois, tu t'assumes totalement, peut-être t'as des gens comme toi dans le monde qui aimeraient eux aussi s'assumer totalement, qui viendraient possiblement du même milieu que toi, mais qui n'ont pas encore cette force mentale, tu vois. Et tu sais, c'est un truc que j'avais dit il y a pas longtemps. Mon plus gros défi, je me souviens, quand j'étais petit gros, c'était passé, il y avait un endroit, je viens, c'était à Escadrille Normandie-Némen, pour les Français qui regarderont et qui connaissent un peu l'arrêt, genre. Il y a comme une genre de, pas une passerelle, mais il y a comme, tu sais, un passage devant un rond-point. Puis t'as toujours des gars qui sont assis là, tu vois. Mais c'est des gars qui, tu sais, moi et eux, c'est le jour et la nuit, tu vois. Et moi, mon plus gros défi, c'était de la manière comment je t'habillais, sachant que je savais que j'allais recevoir des remarques, c'est de passer devant eux, tu vois. Et du coup, ce travail-là, je me dis, ben, tu sais, durant cette pandémie, j'ai ce déclic-là. Et du coup, durant cette période-là, j'ai dit, OK, ben, gros, t'aimes tellement t'affirmer à travers ça, pourquoi tu créerais pas quelque chose aussi? Du coup, je décide de lancer mon projet, en fait, de faire ma marque de vêtements. Ma marque de pièces, en fait, parce que c'est pas des vêtements, c'est des pièces. Donc, c'est ça. J'essaie de faire ma marque de vêtements, puis en même temps, je me retrouve, je trouve plus ma personne, esthétiquement parlant, genre, à travers le vêtement. Donc, je commence à vraiment voir ce que j'aime concrètement, genre, dans mes vêtements. Donc, du coup, tu sais, je commence à faire, justement, cette première casquette-là, tu vois, il y a juste 2 samples pour l'instant, qui vont arriver prochainement, d'ici août, si tout se passe bien. Tout va bien se passer. Mais ouais, donc, du coup, gros déclic. Et du coup, en fait, ce qui est faux, c'est que le vestimentaire va aussi avec ma vie, tu vois. Autant il y a un déclic vestimentaire, autant il y a un déclic dans ma vie aussi, tu vois. Et j'ai commencé vraiment à ouvrir mes yeux, notamment sur spirituellement, sur le sport, sur la musique, sur les gens, et surtout. Donc, du coup, je dirais le vestimentaire a beaucoup reflété ce qui se passe un peu dans ma vie à ce moment-là, tu vois. Donc, ouais. Très intéressant. Après ça, comme tu disais, tu te fais drafter. Ouais. Grave cool. Tu pars jouer aux Ottawa Red Blacks. Ouais. Tu changes de province, direction l'Ontario. Non, si. Oui, l'Ontario. Tu passes du bastion de la francophonie, vraiment là en Amérique du Nord, la ville de Québec à Québec. Certes, Ottawa, c'est bilingue, mais c'est aussi la capitale fédérale du Canada. Un pays qui, lui, est plus anglophone, soyons honnêtes, malgré qu'il est bilingue, là, il est majoritairement anglophone. Comment ça se passe, cette transition à Ottawa? Puis comment ça se passe, cette transition CFL? T'es global aussi, c'est difficile un peu d'être global parce que oui, t'es sur le roster, il y a des spots sur le roster, mais il n'y a pas nécessairement des spots de partant, donc de starter.
c'est compliqué de faire sa place. Ouais. Je pense que aussi, les salaires sont pas nécessairement les meilleurs. Tu n'as pas besoin de nous parler en détail, mais de ce que je sais, c'est pas la vie glamour de la NFL qu'on s'attend ou même des grands CFL starters américains ou canadiens. Peux-tu nous parler un peu de ce séjour CFL? Premièrement, j'ai encore une fois de la chance de retrouver des gars avec qui j'avais lié des gros liens et qui aujourd'hui sont des personnes qui comptent énormément pour moi. Notamment Dan Bassamambo. Je sais pas si tu connais son nom. Non, ça me dirait. Donc Dan, c'est 44, décidément. Notre expert en foot canadien, il me déçoit. Donc Dan qui a joué à Laval. Ouais. Qui a joué à Laval, qui on a pu se lier d'amitié à Laval, mais qu'on s'est énormément rapproché là-bas. Ok. Qui est aujourd'hui, voilà quoi, bro. Quelle position? Backer. Ok, c'est un Canadien? Ouais, okay. C'est un Canadien. Et du coup, après, il y a aussi d'autres gars. Il y a aussi d'autres gars, tu sais, il y avait Cyril, Marco Dubois, qui justement, j'ai pas joué avec, mais grosse connexion. Fullback, grosse connexion avec lui. Bien sûr. Adam Auclair aussi. Adam Auclair. On connaît Adam Auclair. Ouais. Très bonne personne. Très bon joueur aussi. Frère donc, de Anthony Auclair qui a joué en NFL. Exactement. Ouais. Donc du coup, j'atterris dans un nouveau milieu, mais je suis quand même entouré. Un minimum, tu vois. Donc on me guide un peu à travers ça. Et encore une fois, là, j'arrive vraiment dans un état d'esprit où j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre, gros. Ils t'ont drafté, tu sais que ça peut se finir demain, mais j'ai rien à perdre. Mais un autre truc, là-bas aussi, tu vois, c'est que dans les globales, il y a comme mon OG, Anthony Mangou, tu vois. Et c'est fou parce que... Le némésis du début. Mais je te jure, c'est fou parce que moi, Anthony, comme je te dis, il a fait partie des gens qui m'ont énormément motivé, énormément inspiré. Et je me souviens, étant petit, avec mon anglais niveau A-1, ouais. Je lui dis, ouais, tu sais, tôt ou tard, un jour, on va se retrouver ou dans la même équipe ou l'un contre l'autre, tu vois. Et je te dis, je me souviens parce que je remonte les messages, tu vois. Ouais. Donc là, on se retrouve au même endroit, tu vois. Ouais. Faut l'expérience, tu vois ce que je veux dire. Et il y a combien de global par équipe, je pense? 2? Là, il y en avait 5. Donc en fait, t'en as 3 dans PR, donc practice roster. Et t'en as 2 qui sont activés. Techniquement activés. Oui, parce qu'ils jouent, ils vont pas start malheureusement, mais ils sont game day activés. Je comprends. Ouais. Puis t'avais Tyrone qui est un très très bon backer qui vient des Pays-Bas, qui a pu aller à North Dakota, qui était starter. T'avais un kicker et José et Anthony et moi. Juste pour ceux qui peuvent ne pas connaître, Anthony Mangou qui a commencé au Flash, le qu'on rêve avec toi, un receveur qui s'est ensuite dirigé en JUCO aux États-Unis, qui a passé par Purdue University, qui a eu un petit stint, ok, donc une petite période de temps avec les Eagles en NFL, notamment dans leur en pré-saison, et qui a fini après par retourner en Europe en GFL, je pense, pour les Galaxies. Les Galaxies. Je pense aussi pour les New Yorker Lions, peut-être. Non, en fait, il a joué pour Frankfurt Universe. Frankfurt Universe. En GFL, et après, il a joué pour Frankfurt Galaxy en ELF. Et qui a fini par être drafté lui aussi en tant que global au Ottawa Red Blacks. Donc, c'est là que vous vous retrouvez. Après tout ce temps au Flash, Exactement. Donc, toi, tu fais la carrière qu'on vient d'élaborer et que lui, il fait ce que j'ai dit brièvement. Boum, on se retrouve au Red Blacks en tant que global. C'est incroyable. Du coup, c'est fou. Ouais. Et donc, en fait, vas-y. Là, on arrive, tu sais, moi, c'est la première fois, j'arrive dans un truc pro. Les Américains, ils sont grave habitués, tout ça de... Là, j'arrive, rookie minicamp, mais moi, les gens, je sais pas c'est qui, tu vois. Donc, moi, je veux juste jouer, je joue mon foot. Là, j'apprends, un tel a fait des camps NFL, un tel a fait 2 ans, là. Mais moi, en fait, dans ma tête, c'est comme, je joue au foot. Rien à foutre. Rien à foutre, tu vois. Et le camp se passe super bien. J'ai jamais fait un aussi bon camp de foot de ma vie, tu vois. Et donc, finalement, tu sais, je fais l'équipe sur le PR. Ouais. Mais en fait, je me dis, mais gros, c'est une opportunité de fou. Parce que t'as des gars qui ont joué 4 ans, qui ont été All-Star, tout ce que tu veux, qui sont coupés. Ouais, c'est la CFL. Frère, toi, t'as pas de film, mais t'es là, on t'a pris. C'est ça. En fait, je saisis l'opportunité, tu vois, et je fais mes trucs, et je dis, sur le plan plus business, gros, je cours, je suis payé. Qu'est-ce que tu veux demander de plus, tu vois? Et ça, je pense, c'était un gros blessing. Et donc, en fait, et justement, je fais énormément de contacts. Donc là, et c'est là où j'apprends, c'est quoi être pro, en fait. C'est là où j'apprends, c'est quoi le football maintenant. C'est que t'as le football universitaire où c'est cool, t'as ta copine, tu fais tes trucs, tu vas en fait, mais là, t'as le pro, tu vois. Et quand on dit pro, c'est que c'est un travail. Et t'es pas juste pro dans le terrain, t'es aussi pro en dehors du terrain. Donc j'apprends, et c'est là où mon esprit s'ouvre sur le business, sur les contacts, sur mais comment agir, tu vois, les cuts, tu vois. Et les cuts, moi, c'était un truc que je ne connaissais pas. Bien sûr. Il y a des gens que je connaissais, mais tu vois, cette année, ce qui est arrivé, ou tu sais, juste pour...
je déborde peut-être un peu du sujet. Non, vas-y. C'est une question, Il n'y tu a vois. pas Mais... de débordement ici. Ouais, C'est sans stress. C'est sans stress. c'est sans... Il fallait le caler. C'est sans stress. et du coup, tu sais, cette année, pareil, on revient au camp, mais mindset totalement différent, tu vois. Bizarrement, j'arrive hyper stressé. Nouveau coaching, tout est neuf. Ils refont tout dans l'équipe, tu vois. Donc, j'ai plus les mêmes repères que j'avais avant. Nouveau cahier de jeu, nouvelle manière de se déplacer, nouvelle personne dans le coaching, nouvel environnement. OK, comment tu t'adaptes? Est-ce que tu t'adaptes vite ou pas? Ce qui fait que je suis adapté, peut-être pas assez rapidement, parce que, et c'est là où, en tant que pro aussi, il faut savoir quand tu fais des erreurs, où je pense que, oui, le rookie minicamp s'est très bien passé. Est-ce que le camp a commencé, j'étais à mon meilleur? Je te dirais que non, selon moi. Donc, je fais couper une première fois. La situation est assez spéciale parce que quand tu te fais couper, c'est la veille, c'est Hey, Idris, how you doing? Le lendemain, c'est à 8h30, tu dois partir de la résidence. Et c'est le switch. En fait, c'est le switch qui était assez brutal, tu vois. Moi, j'étais pas préparé à ça. Puis je te rappelle que je suis dans les résidences à Ottawa. C'est ça, parce que les globaux, comme les salaires sont un peu moins élevés, et les Canadiens même en practice squad, on vous permet de rester en résidence, mais ça, surtout pour en ne période... pas payer de loyer. Exactement, mais en période de camp, tout le monde est en résidence au final. Ok, de toute façon. De toute façon. Ok. Mais là, gros, on vient de te couper, donc tu t'as plus de nourriture gratuite, t'as plus de résidence, puis là, tu dois figure out, tu vois. Ouais, prends ton sac, prends tes affaires et casse-toi, là. Tu vois, ça fait 6 ans que je suis au Canada, je viens de France, il me dit, ouais, si on peut te payer un billet pour aller au Québec ou Montréal. Ouais, mais... Moi, je viens pas de Québec-Montréal. Je viens pas de là, tu suis. Dieu merci, il y a une âme charitable qui a pu s'occuper de moi le temps que j'étais là-bas. Il me rappelle, je retourne, puis tu sais, ils me disent un peu, tu sais, c'est chaud que tu fasses l'équipe, mais on va te redonner une deuxième chance, tu vois. Ok. Tu vas pouvoir faire le deuxième match de pré-saison contre Toronto, tout ça. Moi, je suis hype. Je reviens, gros, puis là, le mindset a changé. Je reviens comme t'étais avant, tu vois. Là, gros, les 3 jours de pratique, je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire. On va à Toronto. Finalement, gros, je rentre au... Putain, quoi. Dernier carton, il reste 7 minutes. Mais ils m'ont parlé de match, tu vois. J'ai même pas un carton au moins, tu vois. Je rentre sur kick-off, je me dis, OK, je vais faire mon jeu. Je cours. J'essaie de track the near hip. Je glisse. Je rate le tackle. Je dis, fuck. OK, comment tu fais? On retourne sur l'autre rep. J'ai une opposition, tu vois. En défense? En défense. Ok. Mon numéro 1 fait un dig. Le numéro 2 faisait un fade, tu vois. Je dois jouer 7-30 entre les deux. Ouais. Mais je couvre pas le dig. Bao. Je pense que c'était 12 ou 15 yards, tu vois. Donc, première, paf. Quand tu dis 70-30, c'est 70% le dig, 30% le fade ou l'inverse? Comment dire, tu vas plus sur le fade que sur le dig. Ok, donc 70% le fade, 30% le dig. Exactement. Mais toi, t'es allé trop sur le fade. Exactement. Parfait. Mais comme, encore une fois, tu sais, je suis fucking stressé, gros. Et là, bref, à la fin du match, je suis comme... Mais tu sais, mes gars, ils sont là quand même, tu vois. Bro, t'as fait ce que tu devais faire. On est quand même fiers de toi parce que, gros, t'es revenu. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive, je reviens, le lendemain, le GM, il m'appelle, bon, bah, fin, tu vois. Ok, fin. Puis là, j'arrive dans une situation, ok, Idriss, qu'est-ce que tu fais? Ouais. J'appelle mon agent. Il me dit, en vrai de vrai, faut que tu gardes du film. Faut que tu aies du film, tu vois. Il y a 2 solutions. Ou tu t'arrêtes le foot. Et tu pars d'autre chose. Ou tu continues ce que tu as à faire, tu vois. Et toi, tu as d'autres passions, entre autres. Donc, c'est une possibilité. Ouais. Maintenant, je me regarde dans le miroir, je me dis, ok, Idriss, là, au moment où tu te parles, tu fais 6'1", 212, donc à peu près 87 kilos. Tu cours, tu es capable de couvrir quelqu'un, tu l'as fait. Est-ce que tu arrêtes vraiment? Est-ce que tu vas être satisfait? Est-ce que tu vas être comment dire ça, en concordance avec cette décision-là? Je dis non. Donc après, j'ai des propositions en Allemagne, en France, tout ça. Et je décide de revenir à Paris. Tous des équipes ELF, pardon. Ouais, tous des équipes ELF. Je décide de revenir à Paris, premièrement, pour une grosse saison familiale. Parce que ça fait 6 ans que je suis parti. Ils ont jamais pu me voir jouer au foot. Wow. Et voilà, quoi. Je pense que j'ai besoin d'un petit regain d'énergie par rapport à ça. Au niveau de mes projets, étant donné que je suis dans la mode, comme tu sais, Paris, ville de la mode. The fashion capital of the world. Exact. Mais attends, vous le dites plutôt comme ça. The fashion capital of the world. Voilà. Chill out. La capitale de la mode. Et pour mes projets. Et ouais, et en fait aussi, je me retrouve dans une équipe où j'ai joué avec tous mes day ones, en fait. Ouais. Ça fait un gros cercle. Ça fait un gros cercle, tu vois. Genre, cette année qu'on a commencé il y a
10 ans en arrière ou 13 ans en arrière, je me retrouve à jouer sur le même terrain, tu vois. Digan, avec qui j'ai joué à Tête Forte, on se joue à jouer sur le même terrain, tu vois. L'animal qui m'a peut-être coaché. Gros, c'était trop un gros cercle, tu vois. Mais encore une fois, je reviens. On est en ELF. Donc là, j'ai choisi Paris. Puis, il y a qui joue dans une autre équipe? T'as Anthony, tu sais. Et là, Anthony, il est au Rainfire, tu vois. L'équipe qui bolle. L'équipe qui donne. La meilleure équipe ELF actuellement. Et moi, je te dis sincèrement, quand j'ai signé là, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, tu vois. Je dis, OK, gros, c'est here we go, tu vois. Épisode 2. Ou épisode final, peut-être. Corner 1 contre wide receiver 1. Exactement. Ça va se donner. Et du coup, donc voilà, quoi. Il est dans ma tête, là. Là, on peut pas te blâmer. Ce dimanche, Paris accueille Rainfire pour le match retour. Il y a eu un match plus tôt dans la saison, mais tu n'étais pas encore parti de l'effectif. Tu étais avec les Red Blacks. Et donc là, ce qu'on pourrait spéculer que le match-up qu'on attend, c'est Anthony Mongo avec son équipe 1 contre Paris qui est présentement 2-4 mais qui veut faire une remontada. Et ça va être Idriss Jean-Alphonse contre Anthony Mongo. Ouais, mais c'est même pas de la spéculation. C'est un fait, en fait. Du coup, c'est genre... En fait, tu sais, je te dis pas, il est dans ma tête, genre, je suis en adulation, tu vois. Ouais. Mais c'est un match... Focus. Je te dirais, peu importe comment les gens vont le prendre, peu importe, mais moi, je le vois comme ça, genre. Je pense que c'est l'un des matchs les plus importants de ma carrière, là, au moment où je te parle. Mm-hmm. C'est une grosse équipe, et très grosse équipe, qui exécute très bien leur jeu. Et Anthony, j'ai tellement de respect pour lui, que comme... Je me dois de le respecter avec ma performance. J'adore. Je me dois d'eux, tu vois. Je peux pas là sur ça, tu vois. C'est-à-dire que j'y pense tellement que, gros, genre, je suis comme... Et je pense que c'est là où le foot, c'est beau, tu vois, c'est que, en dehors du foot, frère, il m'appelle demain, il a un problème, peu importe, même si, tu sais, je vais pas le cacher, on n'est pas forcément hyper proche, Mm-hmm. il est peut-être plus proche de Léo que moi, tu vois, mais cela n'empêche que c'est un gars c'est un OG pour moi, entre guillemets, tu sais. Mm-hmm. Puis, tu sais, la relation que t'as avec les OG, là, c'est pas... Mais si demain on a une discussion sérieuse, on a eu des délires de fou à Ottawa, tu vois, aussi, tu vois. Mm-hmm. Mais là, gros, c'est... Je te le dis, je t'en parle, frère, là, je suis comme... Frère, c'est réel, tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est... En plus, t'as le maillot numéro 1, genre... Et je l'ai dit, j'avais des messages, tout autant, on va se... Et là, c'est le moment, tu vois. Donc, ça veut dire que, gros, genre, c'est même plus mon A-game, là. C'est genre, c'est ton A+. C'est A++, là, tu vois ce que je veux dire. C'est genre sachant que, tu sais, la stature que Anthony a aussi par rapport au OG, tu vois. Mm-hmm. C'est vraiment quelqu'un de hyper respecté par rapport à ce qu'il a fait. Et son statut en France, en général. En général, gros, dans le foot, on parle d'un gars qui a arrêté ses études de médecine, qui a travaillé pour aller au States, qui a struggle, qui a fait joueur, je sais, en tout cas, qui a eu un gros honneur à Purdue, mm-hmm. qui a fait des camps NFL, qui est gros, il a un parcours, tu vois, mm-hmm. c'est pas n'importe qui, tu sais. LF. Et surtout, ça fait 10 ans qu'il a pas joué en France. Ouais, c'est ça, c'est son retour à la maison. C'est ça qui est... Tu vois ce que je veux dire? Ça va être fou, ça aussi. Et ça va être ça. Il y a 2000 personnes qui viennent le voir, là. Et toi, tu viens casser le party, là. C'est ça le plan. Bon, je vais brûler la fête, là. Genre, tu sais. Et je dis pas avec prétention ou autre, tu vois. Genre... J'adore. Et je te le parle, et je te parle sincèrement, c'est sans prétention, c'est sans... Là, on oublie tout ce qui vient de CFL, on oublie tout... C'est 2 gars du Flash qui ont commencé quelque part, qui sont partis et qui reviennent, qui sont l'un contre l'autre. Et c'est comme ça que je le vois, tu vois. Let's fucking et go. je le vois comme... J'ai tellement de respect, de love pour cette personne que la seule manière que je peux lui montrer ça, gros, c'est lui donner le meilleur. Le meilleur. Je veux pas de pillage. Non, je veux que ça soit propre. Tu vois ce que je veux dire? Je veux que ça soit propre et je veux qu'on se donne une vraie compétition parce que le football, c'est un sport où justement qui mobilise que ça soit intellectuellement, mentalement, physiquement, ça te mobilise totalement en tant qu'homme. Ben là, gros, voilà. Et là, ça va vraiment comme... ça va être le match-up, bon. Je connais pas le scheme de Paris comme ça. J'ai regardé quelques matchs, mais en plus, si c'était sans toi, les matchs que j'ai pu me regarder, je pense que ça fait 2 fois là que t'es là ou 1. Ouais, là, ça fait 2 matchs. Ça fait 2 matchs. C'est 2 matchs justement que j'ai pas pu regarder à cause de moi, ici, oui. on travaille. On est un peu partout ces temps-ci, mais est-ce que, dans le fond, je te pose la question, est-ce que votre DC vous permet, quand vous êtes en man-to-man, de track? Est-ce que tu vas pouvoir le suivre des 2 côtés ou tu dois rester de ton côté? Comment ça fonctionne? Track, non. OK. Après, de mon film, ils font pas tant de motion que ça. OK. Après, le DC, ce qu'il fait, c'est que, en général, je suis sur le receveur le plus chaud, entre guillemets. OK. Et à ce match-là, bah, c'est Anthony. Ça va lui, bien sûr. Son pote, il est blessé. Le 10, il est blessé. Ils ont ramené un autre équin, mais voilà. Mais non, ça va être... moi, genre,
je serais prêt à aller dire au coach comme... Ouais, tu me laisses track. Tu me laisses track, tu sais. Donc, en gros, dans une situation où tu as l'ascendant au début du match très tôt, et eux, ils se disent, bon, on commence à motionner Anthony away de c'est possible Idriss. que je bouge, bro. Toi, t'es demandé C'est possible que je bouge. Dépendamment... Il n'y a rien qui me fait plus... Dépendamment du coverage, mais dans tous les cas, il y a un truc qui va faire qu'Anthony et moi, on va se rencontrer tôt ou tard. Peu importe le drive, tu sais. Ok. Tu regardes des animés un peu? Ouais. Ça se voit. Ça se voit. Mais tu sais, on va pas voir la caméra, là, mais j'ai un petit tas de Afro Samurai. Ok. Afro Samurai, grosse... en fait, c'est un animé qui m'a... Gros, ça m'a... Comment dire ça? C'est un peu mon mantra, genre. T'es petit... Mais attends, est-ce que je peux spoiler l'animé ou... Oui. Ouais, vas-y. Fallait regarder. Spoiler alert. Spoiler alert. Son père, il se fait découper la tête. Le petit, il a quoi? Peut-être 5 ans ou je sais pas. Et lui, il se dit, je vais venger mon père. Peu importe. Tu vois? Peu importe. C'est-à-dire, il va mettre relation personnelle de côté. Il va mettre relation familiale. Il va tuer son maître d'armes. Tu sais, à cause de lui, toute sa famille adoptive, elle va se faire tuer, tu vois. Mais lui, son but, il va avoir bandeau numéro 1 pour venger son daron. Mais c'est la même chose, là, tu vois. C'est la même chose. En fait, I deserve my respect. Tu sais? Il y a beaucoup de personnes qui ont encore l'image de, ouais, Idriss qui n'a pas joué à Laval. Ouais, Idriss qui est au Flash qui n'était pas tant que ça. Ouais, mais là, gros, it's over. Tu comprends? I deserve my respect. And c'est un peu paradoxal ce que je veux dire. Je le fais pas pour les gens, je le fais pour moi en premier. Et ça va me donner des ailes après, tu sais. Peu importe l'issue du match. Mais je sais que ce match-up-là, ouais, gros. Je comprends cette mentalité. Et c'est marrant parce qu'avant le podcast, le temps qu'on installe tout ça, il y a un petit 2 minutes où tu m'as parlé d'un match qui est important pour moi, qui est ma demi-finale contre Marseille l'année dernière. Ouais. Et en fait, depuis que je fais du contenu sur Internet, il y a ce truc de, vas-y, c'est le mec de YouTube, tu sais. Ouais, moi le premier. Je tiens à dire, tu sais, sans, comme ça. Moi le premier où c'est vrai que sur toi, j'avais quand même beaucoup d'appréhension. Du sens où je voyais pas forcément si tu t'entraînais. Puis, moi-même, je suis pas un gars des réseaux dessus, mais je voyais pas forcément si t'entraînais ou autre. Puis, gros, quand j'ai vu ta perf au match, j'étais comme, beau! Like, honnêtement, j'étais comme fucking surpris, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et big respect à ça, tu vois, parce que, frère, en fait, c'est dans les moments comme ça que tu reconnais les grands, tu sais. 100%. Et il y a une vidéo qu'il m'a envoyée Stanley, hier ou avant-hier. C'est que, en fait, c'est les gens, ils voient pas quand tu travailles. Les gens, ils voient pas quand tu struggles, tu vois. Ils vont tout être là quand t'as tout, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, gros, ce match-là, t'as peut-être ça. Merci, ça fait plaisir, mais c'était surtout, je partage ce sentiment de, tu sais, c'est presque un moment où je suis dans ma saison et je me dis, ok, mais moi, je sais que je bosse, moi, je sais que j'ai, genre, je suis mental au foot, tu vois, j'ai pas les meilleures capacités physiques, mais dans ma tête, genre, il y a un truc, je connais le foot, je sais lire, etc. Tu vois. Et on arrive vers la fin de saison, je me dis, bah, en vrai, peut-être pas. Peut-être que les gens qui disent, ouais, c'est juste un mec de YouTube, il y a peut-être moyen qu'ils aient raison. Genre, je suis bien à faire des vidéos, etc. Mais mon football game est vraiment pas ouf. Et ce truc, c'est avant tout, je me suis prouvé à moi-même en mode, ça y est, tu vois, genre, je sais faire ça. Maintenant, bon, cette saison, j'ai pas eu la chance de reproduire exactement ça, j'ai eu des blessures, etc. Mais ça arrivera, on va être patient. Mais c'est genre, ça libère beaucoup. Ouais, gros, c'est... D'être capable de montrer, de prouver. Et comme tu dis, c'est pas juste pour les autres de prouver qu'on est capable, c'est soi-même. C'est premier, tu vois. Et pouvoir s'ouvrir, enfin, découvrir une autre personnalité et être sûr de ses compétences, même si au fond de nous, on sait, totalement. Les gars, si je peux me permettre d'ajouter à ça, je veux pas... c'est juste que je relate tellement à ce que vous dites, parce que, vraiment, bref, moi, j'ai fait 3 ans à Vanier. J'ai pas beaucoup joué. J'ai dû transférer à Montmorency. C'est là que je t'ai rencontré. C'est là que j'ai commencé à avoir une visibilité un peu plus grande au Québec et en France à travers tes vidéos. Et rapidement, c'était, mais oui, mais lui, c'est le gars qui a pas été capable de jouer à Vanier. Tu sais, derrière peut-être tu le connais à cause de la CFL, des Samuel Emilus, qui ont fini par aller en NCA. Et maintenant, c'est le receveur canadien des Saskatchewan Roughriders en CFL. Et je peux nommer plein d'autres gars qui performaient comme ça. Et à Montmorency, ça va, j'ai bien fait. J'étais un peu short du All-Star Team. Même là, c'est, le gars, il est descendu en D2, il a pas fait l'All-Star Team. Ensuite, j'ai décidé de commit à Bishop à travers le fait que ce que j'ai vécu à Vanier, où j'ai senti que je suis un bon joueur, mais il faut juste une opportunité, parce que j'ai vu que c'était le jour et la nuit entre Vanier et Momo. Ouais, je comprends. Vas-y, moi, je prends pas de chance. Oui, Carabin m'a parlé et recruté. Oui, Concordia, Ottawa, Sherbrooke, York. J'ai beaucoup d'offres et j'en ai d'autres que j'oublie.
Mais j'ai choisi, non, je m'en vais à Bishop parce que c'est l'équipe qui semblait me vouloir le plus, qui avait un plan établi. Et encore là, ah ouais, il va à Bishop. D'ailleurs, un stigma. Excuse-moi de te couper sur non, ça. Non, vas-y. Les gens critiquent beaucoup Bishop, mais Bishop, c'est le feu, là. Moi, j'adore Bishop. Non, mais en vrai, de vrai, les installations sont très bonnes, premièrement. Je pense que vous avez un bon coaching staff. 100%. J'ai entendu. Ouais. Digan, il est allé, Yanni y est, Jaurès y est actuellement. Et je te dis en toute honnêteté, hein, j'aurais pas eu des Laval, ça, il y a forte possibilité que je serais à Bio, tu vois. Je crois à 100%. Et il faut pas, en fait, et je pense, ça, c'est un truc aussi peut-être très nord-américain. Si tu vas pas dans une D1, t'es pas bon. Non. Exact. Ouais. Va dans l'école qui va te développer. Exact. Va dans l'école, tu dis, tu veux un diplôme, bah, l'école va te permettre d'avoir un diplôme. Tu veux développer en tant que joueur, bah, va dans l'école qui va te permettre de développer en tant que joueur. Puis t'as les gens qui vont juste voir c'est bien cool d'aller à Bama, mais si à Bama, tu fais 6 ans, t'es sur, je sais même pas comment ça s'appelle, Redshirt ou le truc où tu joues pas du tout. Et t'es là, tu vois toutes les stars, ouais, c'est cool, tu vas dans les soirées, t'as les bacs d'un an, mais au final, t'as fait quoi dans tes 4 ans? T'as pas progressé. Mais par contre, tu vas dans une, je sais pas moi, tu te retrouves au Rutgers, ou je sais même pas où, gros, un truc Détroit, mais à la fin, Sauce Garner, gros. Tu vois, je sais pas, tu comprends? Ouais, non, à 1000%. Genre, donc, tout ça pour juste, parce qu'il y a beaucoup de petits qui voient les gros trucs, mais il faut que t'ailles dans l'école qui va te développer en tant que personne et en tant que joueur. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ton exemple dans des conversations privées à maintes reprises. J'ai dit à des gens, la preuve qu'il faut pas tout le temps aller dans la grosse école. Je suis désolé, c'est pas bon. Non, ça fait. Idriss, en ce moment, c'est quand tu venais de péter le régional. J'ai dit, ce gars-là, en ce moment, c'est le top performer au régional. Et il a presque pas joué à Laval. J'ai dit, venez pas me dire que c'est à cause qu'il était pas talentueux. Il a eu plein de choses, je suis sûr. Il y a eu des malchances, tout ça. Mais ce gars-là aurait pu aller n'importe où d'autre et je suis sûr qu'il aurait joué. Il est allé à la top school et pour X raisons, là, ça se joue à des détails. Il a pas pu performer. J'ai dit ça à des gens. Les gens, ils pensent, si tu vas à une école plus petite, t'es poche. Mais non, frère. Non. Et le nombre de gars qui méritent de jouer, qui sont dans des grandes écoles, qui finissent par pas jouer. Toi, tu t'en es sorti. Aujourd'hui, c'est un joueur pro. Et c'est exceptionnel ce que tu fais. Je suis trop content pour toi. C'est pour ça que tu te permets de pas look back. Et tu te dis, je m'en fous. J'ai fait un bon choix. Mais pour chaque histoire comme toi, il y a un gars qui a eu le même parcours à Laval et que sa carrière, elle est finie. Fort. Non, fort. Puis quand, petite parenthèse encore, tu regardes Laval, gros, tu regardes les gars qui recrutent. C'est pas des... Gros, c'est pas des petits gars, là. C'est que des stars. Des top, c'est des gars qui ont pété des records, tout ça, tu vois. Ouais, tous des top guys à leur place respective. C'est ça. Tous. Et t'arrives là, gros, et bao, dernier mur. Ouais. Après, c'est comment tu réagis, tu sais. Exact. Bio, encore une fois, c'est pas une mauvaise, c'est bien au contraire. Bien au contraire, tu vois. Merci beaucoup. Et pour finir avec Bio, tout simplement, c'est juste, c'est ça. Et là, j'arrive à Bio, il y a encore le stigma, et le problème, c'est que j'ai rien encore prouvé, mais je prends en popularité à travers les vidéos de Léo. Ouais. Et là, donc, je blâme pas les gens, mais ça va parler mal. Pourquoi il est populaire, il est pas bon? C'est la réponse. Et finalement, la COVID arrive. Je peux toujours pas me prouver. Et c'est à ma rookie year à BU que finalement, j'ai mon premier All-Star team de ma carrière entière. J'ai mon premier team award de ma carrière entière. Je suis nommé Offensive Player of the Year. Et je lead mon équipe pour la première fois de toute ma carrière en réception, en reception touchdown et en receiving yards. Puis t'as fait le East-West. Le East-West cette saison. Ouais. T'es style. Ouais. Parce qu'on en avait parlé à un moment dans une discussion dans la voiture quand tu me montrais Mont-Royal. Ouais. Full spot, là. Ouais. C'était un petit date, là. Ouais. Full spot, là. Chance. Mais non, mais c'est vrai parce qu'on en avait parlé. Et puis, je me souviens qu'à ce moment-là, en termes de football, ton esprit n'était pas forcément à, entre guillemets, là, c'était plus un 70-30 sur les études. Je sais pas si tu. C'est vrai, t'as raison. Tu m'avais parlé de ça, oui, avocat, football, on va voir. Et quand je t'ai vu au East-West, je t'ai pas forcément d'envoyer un message ou autre, mais j'étais comme, ok, il y a eu un changement, peut-être, tu vois. 100%. Il s'est vu que, finalement, t'es peut-être capable de faire quelque chose, tu sais. Et t'as 1000% raison. Et ça, c'est comme bon, tu vois. Et je te parle sérieux, c'est pour ça, tu sais, genre, la confiance, the confidence you got into you, c'est tellement important, gros. Puis, encore une fois, comme avec ton match, gros. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, gros, moi, le premier, hein, je te parle sérieux. Puis, ça se trouve, j'ai déjà parlé, expression montréalaise, j'ai déjà parlé cac sur ton dos, tu vois. Ça se peut. Et je m'en excuse, puis je le dis devant la caméra, puis j'ai aucun mal à le dire, tu vois, mais comme gros, ta performance au match, et frère, je me suis dit, genre, j'étais comme content pour toi, tu vois ce que je veux dire, parce que il y a des choses, des fois, tu le vois pas, et encore une fois, je pense à mon gars Lucas, tu vois. Lucas, gros, équipe de France, j'ai fait avec lui. Gros, ce gars-là, il est trop chaud. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Trop chaud. Il y a énormément de choses qui lui sont arrivées, qui lui arrivent. Aventure en Suisse, j'espère que tout va bien se passer. Maceo, gros. Maceo, il est en train d'être ça live.
top performer en termes de DB. J'ai vu ça, 5 Il lui est arrivé des interceptions, là. Gros, il a fait 4 interceptions, 7 tackles solo, un bleu. Et tu sais, il y a tellement de joueurs comme ça, genre que les gens, ils comprennent pas. Ils voient beaucoup de ce qui se passe, tu sais, sur un réseau ou autre. Mais déjà, premièrement, tu connais pas la personne. Tu sais pas ce qu'elle vit. Et troisièmement, en fait, si toi, en tant que personne, justement, tu commences à trop écouter le monde, tu te perds. C'est sûr. Il y a un saying que j'aime bien, c'est Christian Bell qui dit « Si t'as un problème avec moi, envoie-moi un message. » Et si t'as pas mon numéro, tu me connais pas assez pour avoir un problème avec moi. True. Excellent. True. J'adore. True. Pour finir ce podcast, on a toujours un segment très spécial, entre guillemets. Ouais. On demande toujours à notre invité son pet peeve de la semaine et un moment qui lui a donné foi en l'humanité. Un quoi? Pet peeve de la semaine. Pet peeve, c'est un petit truc qui t'a énervé, tu vois, un petit détail qui aurait pu t'agacer. Ouais. Et un moment qui t'a redonné foi en l'humanité, qui t'a rendu heureux. Waouh. Pet peeve, un truc qui m'a saoulé mais qui m'a redonné. C'est 2 trucs différents. Hein. Ouais. Un petit truc genre, je sais pas, ce matin on allait chercher du pain, la boulangère elle m'a donné une baguette pas cuite. Tu vois, un petit détail. Tu nous dis dans les derniers jours, dans la dernière semaine, un petit truc qui t'a frustré. Ok, on dit le pet peeve de la semaine, mais ça peut être il y a un mois. Là. Ok. C'est ça. Puis si ça part sur une anecdote, c'est très drôle. Et ensuite, pour pas finir négatif, on aime bien finir positif. On voit que t'es comme ça aussi. On finit sur un truc qui t'a redonné foi en l'humanité. Ça c'est exagéré quand on dit, mais en gros, c'est un petit truc qui t'a rendu heureux, un petit truc qui t'a fait bienveillant. Là. J'en ai un très très bon même. Là, c'est le pet peeve. Ok, cool, parfait. Alors, là, c'est un peu le classique, genre. Je suis pas raciste, mais j'ai des amis là. Mais, ok, je vais prendre le point de vue d'un gars. Ben, en fait, je vais prendre mon point de vue. Ouais, vas-y. Donc, gars qui est né en banlieue, qui était avec un certain environnement, un certain type de personnes autour de lui, qui, moi, le premier, des fois, c'est con, je sais pas comment agir dans certains milieux parce que, gros, je suis pas à l'aise. Il y a personne qui me ressemble et je suis quand même, c'est pas mon monde, tu sais. Donc, là où j'habite, en fait, il y a pas beaucoup de personnes dans le bâtiment, tu vois. Et je faisais ma lessive. Et en fait, t'as des nouveaux locataires qui rentrent. Donc là, j'entends, ah, bonjour madame, nana, comment ça va, vous allez bien? Ouais. Bienvenue dans le bâtiment, ok, pas de problème. Et moi, en fait, je me retourne et la personne qui a l'ascenseur, elle me regarde. C'est la personne qui disait bonjour. Elle me regarde, puis elle fait comme si elle m'a pas vu. Puis elle change de visage, tu vois. Un visage un peu fermé. Et là, moi, je me dis, mais Idriss, qu'est-ce que tu fais? Si ton pur réflexe, ce serait tu l'insultes. Mais gros, tu l'as plus, ce réflexe-là. Donc là, je dis bonjour, madame. Elle me dit un bonjour sec, tu vois. Donc là, automatiquement, moi, là, dans ma petite tête, je dis, ben quoi, t'as pas l'habitude de voir des gens, entre guillemets, comme moi, habiter dans ce genre de bâtiment, tu vois? Ben oui, voilà, j'habite ici, tu vois. Et paradoxalement, donc un jour, parce que j'avais besoin de mon portable, j'avais pas mon chargeur. Mon chargeur, j'avais oublié dans la voiture à mon pote. Puis ça s'est passé cette semaine, hein. Ouais, cette semaine. Donc du coup, je vais dans la rue, puis je dis, bon, il faut que je trouve un moyen de charger mon téléphone. Je vais en face, je vais au Grec, des lieux que je connais, il a pas de chargeur d'iPhone. Et là, je passe à côté d'une librairie. Et en fait, dans la librairie, il y a une dame, yeux bleus, t'es entre 40 et 60 ans, tu vois, mais dans une librairie, tu vois. Tu m'as vu, là, tu vois, j'ai un piercing au nez, j'ai des tatouages, je suis en short, je sais pas quoi. Là, je dis, bonjour, madame, excusez-moi de vous déranger. J'habite pas très loin. J'ai besoin de mon téléphone, mais j'ai plus de chargeur. Est-ce que c'est possible? Mais oui, y a pas de problème. Et là, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, moi, dans ma tête, je m'attendais à un non, tu vois. Mais j'ai dit, bon, tente. Et là, du coup, pendant 15-20 minutes, on parle de livres, on parle de trucs. Je lui explique un peu, nan. Et là, je lui dis, madame, en vrai, excusez-moi. J'ai un peu chaud, genre, mon cœur, il bat un peu vite parce que je m'attendais pas à votre réaction, tu vois. Elle me dit, bah, pourquoi? Elle me dit, bah, je sais pas, madame, vous m'avez vu, non? Et elle me dit, bah, quoi? T'es grand, oui, t'es un peu fort, donc c'est normal par rapport à ton sport, mais moi, je vois pas de... Et là, je me dis, bah, gros, en fait, on se met tellement de barrières nous-mêmes dans nos têtes, tu vois, des fois, et tu sais même pas. En fait, tu sais même pas ce qui peut se passer, tu vois. Et du coup, je me dis, si ton énergie, elle est là, ton énergie, elle est bonne, ben, gros, tu vas tirer ce que tu es, tu vois. Et du coup, frère, j'étais comme, ok,
Ok, ça c'est une bonne chose, tu vois. Et ça m'a vraiment donné j'ai même acheté un livre à la dame, tu comprends. Moi, je lis pas, moi, t'as vu. J'ai même acheté un livre, elle m'a dit... business marketing. Elle m'a dit, tu sais, t'as jusqu'au 25 pour lire le livre, comme ça tu vas revenir, puis on va en parler. Je sais pas si tu suis, tu vois. Ok, grave cool. Ouais, non, sérieux, genre un truc hyper cool, tu vois. Elle veut un autre achat, elle est super forte. Je rigole. Ça, et tu sais, j'ai trouvé ça, genre, vraiment cool, tu vois. Et donc voilà, quoi. Ça fait plaisir. Incroyable. En tout cas, Idriss, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. D'avoir partagé ce moment avec nous, de t'être livré un peu sur ton parcours. Merci à vous, sincèrement. Puis, de toute façon, on espère qu'on va se revoir. Bah oui. Que ce soit ici ou outre-Atlantique. Outre-Atlantique ou en ligne même. On a les trois formats. Idriss, merci pour ton temps. On sait que t'es en pleine saison. Là, justement, tu vas aller à ta pratique. Merci de t'être livré à nous. C'était vraiment cool. Puis, on te souhaite une excellente performance. On vient de parler de comment nous deux, on a eu un moment qui a pu nous apaiser par rapport aux critiques extérieures, même si principalement on le fait pour nous. J'espère vraiment de tout mon cœur, après cette conversation, peu importe à quel point mon goût, c'est mon gars, et je l'aime de tout mon cœur. Je souhaite vraiment... my guy too, that's the thing. J'espère que tu l'éteins. Mais je souhaite que peu importe comment la game se passe, c'est ce moment-là pour toi que Léo a pu vivre à Marseille, que moi j'ai pu vivre à la première semaine. Parce que frérot, tu le mérites de fou. Et c'est pas le talent qui manque. Absolument. Pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux shout-out, un projet que tu veux présenter, quelque chose dont tu veux parler? Merci pour ça, Beau. Pas de souci. Premièrement, donc ma marque qui va sortir, Confidence. Donc ça, c'est les premiers projets. Make Humanity Great. Le Again est barré parce que l'humanité n'a pas encore... On se tape trop dessus. Tu vois, on est tout le temps dans les problèmes. Faut juste être peace et commencer à s'ouvrir l'esprit, pardon. Donc, mon brain qui va sortir, si tout va bien se passer en août. Il y a aussi un camp que je vais faire sous la tutelle de Paris Mousquetaires avec les enfants qui va se passer aussi en août. Insane. Donc ça, c'est... parce que je me dis... des quartiers ou autres qui n'ont pas l'habitude, juste vas-y, viens décourdir les gens, viens voir quelque chose de différent. C'est ça. Puis donc pour l'instant, c'est ça, tu vois. Pour l'instant, c'est ça. Puis le reste, on va voir. Bon, très cool. On a hâte de voir la suite. On espère t'accueillir dans un deuxième épisode. Ça serait vraiment trop cool. C'est sûr. Qu'importe où ça se fait. Peu importe. Et puis, merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Quant à vous, merci de nous avoir écoutés. On est très content de pouvoir avoir ce genre d'invité, ce genre de conversation dans ce podcast. C'est pour ça qu'on fait ça, je pense, parce que vraiment, ça fait chaud au cœur. Et puis, à la semaine prochaine, dans un nouvel épisode. Ciao, ranceur. Puis ça.